Bonjour à toutes et à tous. C'est à mon tour de vous accueillir au nom de la fédération UNESA. Il nous semblait important de parler de la vaccination pour au minimum deux raisons. La première, c'est que nous sommes vraisemblablement au plus fort de cette quatrième vague, avec ses conséquences sur l'occupation des lits hospitaliers et plus particulièrement les lits de soins intensifs, mais également sur le report de soins avec son questionnement éthique, puisque certains patients n'ont plus accès aux soins pour des pathologies autres que la Covid-19, sans oublier l'arrivée d'Omicron qui annonce des contaminations fulgurantes et une accentuation des éléments précédents. La deuxième concerne le projet de loi sur l'obligation vaccinale, dont l'entrée en vigueur est prévue d'ici quelques semaines, avec des sanctions à la clé. Or, si tous soutiennent la vaccination pour lutter efficacement contre cette pandémie, protéger les patients et les collaborateurs, aucun employeur ne souhaite voir son personnel perdre l'accès à la profession et devoir licencier. Dès lors, nous avons encore quelques semaines pour limiter autant que possible le nombre de membres du personnel non vaccinés en institution de soins. Pour ce faire, nous tenterons de répondre à trois questions majeures. La vaccination est-elle nécessaire? La vaccination est-elle efficace? La vaccination est-elle sûre? Ainsi que toutes les autres questions que certains se posent encore. Alors, pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Michel Donnier, directeur du département de pharmacie à l'université de l'UNAMUR. Outre ses fonctions académiques, il est également expert en pharmacovigilance auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, expert auprès de l'Agence européenne des médicaments et membre du comité d'avis sur la sécurité des vaccins de l'Organisation mondiale de la santé. Et je cède sans plus tarder la parole au professeur Donnier. Et je vous demanderai peut-être, parce que je vois qu'il y a déjà une main qui est levée, peut-être de mettre votre question, votre commentaire dans le chat, s'il vous plaît. Merci. Bon webinaire à tous. Merci. Est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce qu'on voit le slide? Donc, ce que j'ai proposé, si vous voulez, c'est de faire d'abord, sur base de quelques slides, un état des lieux de la situation épidémiologique de cette fameuse troisième dose et bien évidemment de la dose de rappel en relation d'une part avec le variant Delta, qui est toujours majoritaire, on l'oublie, et le variant Omicron, et un mot sur la vaccination des 5-11 ans, puisque des décisions vont être prises d'ici certainement la semaine prochaine. Et donc, je pense que c'est particulièrement important de faire un état des lieux de la situation. Alors, la première chose qu'il faut constater, c'est que, en termes épidémiologiques, si le nombre de cas diminue depuis quelques jours et de façon assez significative les 7 derniers jours, malheureusement, ça ne se traduit pas par une diminution très significative des décès, toujours à ce stade-ci, puisqu'on tourne aux alentours de 45-50 décès, variable d'un jour à l'autre, mais donc on a une tendance aussi à la baisse, qui est logique, puisqu'on sait que lorsqu'on va avoir des cas, les hospitalisations et les décès suivent généralement d'1 à 2 semaines l'apparition des cas. Donc, forcément, lorsque les cas diminuent, les hospitalisations pouvant durer de 3 à 1 mois, 3 jours à 1 mois, 2 mois, forcément, la décrue sur les hospitalisations est beaucoup plus tardive. Par contre, les admissions à l'hôpital suivent bien évidemment la décrue du nombre de cas. Donc ça, c'est le côté positif. L'autre côté positif, c'est vous voyez qu'en fait, les taux de positivité commencent à diminuer. Ça veut dire que même si le nombre de tests reste relativement stable, d'ordre de 100 000 par jour, ce qui est assez considérable, hein, parce que je vous rappelle que c'est à peu près 46 € le test, donc vous faites vous-même le compte, on est à près de 5 millions par jour minimum d'euros de tests. Ces tests montrent qu'à peu près aujourd'hui 15% sont positifs et ce taux de positivité est d'autant plus important chez les enfants parce qu'on s'amuse généralement à tester les enfants uniquement lorsqu'on a des symptômes. C'est plus les adultes qu'on teste lorsqu'ils sont des personnes contact que les enfants. Et donc en fait, on a une Monsieur Donnier, je me permets de vous interrompre. Nous ne voyons pas les slides se défiler. Nous Ah, sommes toujours bloqués sur le slide 1. ok. Là, vous voyez? Oui, tout à fait. Et donc voilà, je vais le laisser en mode non, parce que c'est quand je l'ai mis en mode écran en fait. Donc là, vous le voyez, le slide dont je parlais. Tout à fait, oui, Faites bien. Donc ici, c'est le troisième slide, vous le voyez, donc ça va aller. absolument.
OK. Donc, comme je le mentionnais au niveau épidémiologique, les nouvelles sont bonnes et relativement bonnes au niveau du nombre de cas, et ça se traduit également par ce qu'on appelle ce fameux RT, qui est la capacité de reproduction des virus, qui, si elle est supérieure à 1, se traduit par plus de personnes infectées qui vont être détectées à partir d'une personne qui sera contaminée. S'il est inférieur à 1, c'est l'inverse qui se passe, on réduit le risque de transmission ou en tout cas d'infection. Par contre, comme je vous l'ai dit, ce qui est important, même si on réduit les entrées à l'hôpital, ben, la décrue au niveau des patients à l'hôpital est un peu plus lente, puisqu'on reste plus longtemps à l'hôpital de façon générale. Et donc, dit autrement, les soins intensifs, lorsqu'ils sont utilisés, ils sont utilisés pour des périodes plus longues par des personnes Covid qu'en soins intensifs après une opération. Et donc, vous voyez qu'on a une stabilisation, un plateau des patients en soins intensifs aux alentours de 800-900. Et donc là, c'est un chiffre particulièrement important, parce que je vous rappelle que c'est ça notamment qui, au niveau des hôpitaux, fait qu'on reporte des traitements, on reporte des hospitalisations, on reporte des chirurgies qui avaient été initialement prévues. Et donc cet impact, ou en tout cas ce critère, devrait être pris en charge de façon importante. Et je vous rappelle qu'ici, on est uniquement avec du variant Delta. Ça veut dire qu'on n'a pas d'informations sur l'impact que va avoir le variant Omicron sur notamment les hospitalisations et les soins intensifs. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va avoir un impact majeur, comme dans d'autres pays, le Danemark, à Londres et l'Écosse, sur le nombre de cas. Et donc, toute la difficulté aujourd'hui, c'est de voir comment va évoluer ces cas par rapport aux gestes barrières qui restent présents, mais par rapport à l'arrivée du variant Omicron. Alors, ça se traduit par un impact aussi sur des décisions de notamment la troisième dose. Je vous rappelle qu'on a décidé hier au Conseil des ministres de la Santé, d'administrer la troisième dose de façon plus rapide, je vais y revenir, mais cette troisième dose est déjà administrée de façon efficace en Belgique, puisque si on a un peu plus de 75% de la population totale qui est vaccinée avec 2 doses et 88% des plus de 18 ans, on a aujourd'hui à peu près 23% de la population qui est déjà vaccinée avec cette troisième dose, et ce qui représente un peu plus de 2 700 000 personnes, autour de 2 700 000 personnes. Ça se traduit ici par cette augmentation de nouveau de la capacité des centres à vacciner. Alors, comme ce n'est pas en mode projection, je vais passer un certain nombre de dias. Alors, pourquoi est-ce qu'on vaccine en troisième dose? En fait, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on a vu une perte d'efficacité des vaccins dans le temps, et ça a été vu de façon différente suivant les vaccins qu'on a administrés chez les personnes. Alors, on a commencé chez les personnes âgées et dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins par le vaccin principalement Pfizer au mois de janvier, février de l'année passée. Et ce vaccin Pfizer, on constate qu'à peu près 5 à 6 mois après son administration, et donc notamment les personnes en maison de repos et de soins, on voit une diminution en fait de l'efficacité, c'est ici en gris, sur les infections, et je vais y revenir, de façon significative, où on peut descendre à 40-50% d'efficacité sur les infections. Donc dit autrement, on va voir des personnes qui ont été vaccinées qui peuvent être réaffectées. Et ce d'autant plus si, par exemple, c'est le vaccin Janssen, on voyait qu'on arrivait à 13% d'efficacité avec le vaccin Janssen 5 à 6 mois après la vaccination unique. Mais la bonne nouvelle, et ça c'est important, c'est que l'efficacité sur les formes graves, notamment les hospitalisations et les décès, était maintenue même après 5 à 6 mois, où sur les hospitalisations, on avait des efficacités pour le vaccin Pfizer et Moderna de plus de 80%, et sur les décès, chez les moins de 65 ans, on avait des efficacités globalement pour les vaccins ARN de plus de 80%, un peu moins sur le vaccin Janssen. Par contre, on a vu chez les plus de 65 ans qu'on commençait à perdre de l'efficacité également sur les formes graves, notamment les hospitalisations, après 5 à 6 mois. Et donc, ça a comme conséquence qu'on a vu arriver ce qu'on appelle des infections de percée. C'est quoi des infections de percée? Ce sont des infections chez des personnes qui ont déjà été vaccinées par le passé, au moins 2 semaines après une vaccination complète, et ce chiffre tend à augmenter, là où il était de l'ordre de 1 à 2% dans le courant du mois de juin-juillet, vous voyez qu'aujourd'hui, sur les données jusqu'au 5 décembre 2021, on a à peu près 4,5% de personnes testées positives qui ont été vaccinées par le passé. Alors normalement, ce chiffre va augmenter puisque, je vous l'ai dit, on perd de l'efficacité dans le temps, sauf si, et ça c'est important, et c'est ce que je vais vous montrer aussi, sauf si
l'indicateur n'est pas les infections, mais l'indicateur est les hospitalisations. Et on a deux graphes ici qui sont importants. C'est pour bien comprendre un peu les débats qu'on voit parfois dans les médias ou dans la littérature médiatique. C'est est-ce que oui ou non, il y a plus de personnes vaccinées qui sont hospitalisées? Et est-ce que oui ou non, du coup, le vaccin ne protège plus contre les hospitalisations? Et donc ici, j'ai repris les derniers chiffres de Cienzano sur les hospitalisations et on voit effectivement en vert plus foncé les personnes vaccinées ou les personnes qui ont été immunisées de façon générale et en vert plus clair les personnes qui ne sont non vaccinées. Et on voit que dans le groupe des 65 ans et plus, on a plus en termes de nombre absolu, et c'est important, de moyenne, en moyenne journalière de personnes, de nouvelles hospitalisations chez les vaccinés par rapport aux non vaccinés. Par contre, comme on a vacciné beaucoup plus de personnes, ce qu'il faut prendre en compte, c'est quelle est cette proportion de personnes vaccinées sur la totalité des vaccinés qui sont hospitalisés par rapport à la proportion des non vaccinés sur la totalité des personnes qui sont non vaccinées. C'est ce qu'on appelle l'incidence cumulée. Et là, on voit que cette incidence cumulée permet de dire que parmi les personnes vaccinées, celles qui sont hospitalisées en termes d'incidence représentent un pourcentage nettement moindre que les personnes qui ne sont pas vaccinées, qui sont hospitalisées. Et donc, dit autrement, par groupe d'âge, les personnes qui sont vaccinées de 65 ans et plus ont 62% en moins de chances d'être hospitalisées. Les personnes en 18 et 64 ans ont 79% de chances en moins d'être hospitalisées, et les personnes de 12-17 ans, 80% de chances en moins d'être hospitalisées. Donc, dit autrement, et c'est très important, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette vaccination, même après 6-7 mois, sans dose de rappel, reste efficace contre les hospitalisations, mais elle commence à s'éroder chez les personnes les plus âgées, notamment chez les personnes de plus de 65 ans. Alors, c'est ce qui a amené cette première décision qui fait que dans les maisons de repos et de soins, cette perte d'efficacité dans le temps, 6 mois après la vaccination, était principalement identifiée chez ceux qui ont été vaccinés en priorité au mois de janvier et février, à savoir les personnes en maison de repos et de soins, d'où la nécessité de revacciner ces personnes en priorité, au même type que les personnes immunodéprimées, dont je ne vais pas rentrer dans le détail ici, ainsi que les personnes de plus de 65 ans, puisque je vous rappelle que celles qui ensuite ont été vaccinées par âge décroissant de façon prioritaire au mois de mars de l'année passée. Et donc, on arrivait au mois de septembre à avoir ces personnes qui allaient être prioritaires. Et donc, ça s'explique comme ceci. Et autre démonstration de l'efficacité des vaccins sur les courbes épidémiologiques des hospitalisations dans le temps depuis cette fameuse deuxième vague, troisième vague et quatrième vague qui sont représentées ici sur le nombre total d'admissions. Vous voyez qu'ici, on a commencé en 2021 à injecter les premières doses et deuxièmes doses de vaccins dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Et en fait, ce qui a suivi cette deuxième vague, je vous dis, les vagues de contamination précèdent des hospitalisations. Et donc, on a vu que les hospitalisations étaient particulièrement élevées avant la vaccination chez les personnes en maison de repos et de maisons de repos et de soins. Et dès qu'on a commencé à vacciner les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, on a vu la proportion d'hospitalisation occupée par les résidents en maison de repos et de maisons de repos et de soins qui a diminué. Et d'ailleurs, lors de cette troisième vague, elle n'était quasi pas présente, elle n'entraînait pas d'entrée majeure au niveau hospitalier, ni d'ailleurs de décès dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Et donc l'efficacité des vaccins sur des périodes de 6 mois après une injection complète avec un vaccin Pfizer a été traduite dans les chiffres d'hospitalisation, et je n'ai pas repris ici des décès dans les maisons de repos et de soins. Par contre, je vous l'ai dit, on a vu apparaître une réaugmentation de cette proportion de patients, de résidents dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, dès qu'on a vu des cas et des hospitalisations qui ont commencé à croître, notamment ici cette fameuse quatrième vague, qui a amené cette troisième dose qui était bien nécessaire. Et vous voyez que de nouveau, la proportion d'hospitalisation, grâce à cette troisième dose, rediminue, ce qui est en ligne avec les données dans d'autres pays. Autre analyse qui a été très intéressante, qui a été faite et qui a été publiée ici il y a à peu près une semaine dans le journal de référence, le New England Journal of Medicine, c'est de comparer en fait, et je vous invite à prendre uniquement la partie gauche ici du graphe, en rouge et en bleu, c'est les centres, donc les centres de maisons de repos notamment, en rouge chez qui on avait un faible taux de vaccination parmi les staffs, parmi le personnel,
par rapport en bleu à ceux où on avait un taux de vaccination qui était plus élevé. Donc, ça veut dire de l'ordre de 80% minimum, moins de 80% en rouge. Et qu'est-ce qu'on a vu apparaître? On a vu que si on reprend toute une série de maisons de repos, le risque de développer des cas chez les résidents est bien évidemment plus élevé lorsque on a des centres ou des maisons de repos ou des maisons de repos et de soins qui sont moins vaccinés. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que les résidents, le taux de décès chez les résidents par 100 lits était doublé si on avait du personnel dans les maisons de repos et de soins qui étaient plus vaccinés en termes de personnel ici pour réduire la mortalité chez les résidents. Et donc ça a été ici démontré de nouveau récemment avant cette troisième dose. Alors, je vous l'ai dit également, en prioritaire ont également été les patients immunodéprimés. Ces patients immunodéprimés qu'on retrouve notamment parmi les maisons de repos et de soins, aujourd'hui couvrent à peu près 86% de la vaccination des troisièmes doses, donc ce qui est quand même relativement efficace tant que maintenant. Alors, autre recommandation qui a été faite un peu plus tard, c'est de recommander de vacciner les professionnels de la santé au sens large. Et donc, moi, j'ai par exemple reçu ma troisième dose dans ce cadre-là, il y a à peu près dans le courant du mois de novembre. Et ce sont les mêmes qui ont été vaccinés aussi en priorité, je vous rappelle, dans le courant du mois de mars de l'année passée. Donc, les 6 mois de décalage ont été proposés. Et je vous rappelle aussi que vous allez le voir qu'on vaccine uniquement en dose de rappel avec des vaccins ARN, que ce soit le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on pourra discuter de la vaccination obligatoire, parce que ça a été mentionné dans l'introduction, que cette vaccination chez les professionnels de la santé au sens large est de plus de 90%. Et alors, ça varie suivant les régions, ça varie suivant les professions. On sait par exemple que les spécialistes, les médecins généralistes, les pharmaciens sont particulièrement bien vaccinés à plus de 93-94%, et que certains secteurs, comme les kinésithérapeutes par exemple, ou d'autres secteurs sont un peu moins vaccinés, de l'ordre de 85-86%. Et vous voyez qu'on a déjà vacciné à la date du 5 décembre, donc il y a à peu près 10 jours, près de 50% de ces professionnels de la santé. Alors, autre recommandation qui était l'avant-dernière en liste, c'est de vacciner tout le monde à partir de 18 ans. Alors, j'insiste bien à partir de 18 ans, puisque certains pays, comme aux États-Unis, vaccinent dès 16 ans pour la troisième dose et Israël vaccine dès 12 ans pour cette troisième dose. Et alors, cette troisième dose dans la population a commencé et là, de nouveau, ce sont uniquement des vaccins ARN. Quelle que soit la primo-vaccination, si on a eu un vaccin Moderna ARN, on va faire 6 mois après la deuxième dose le vaccin par un vaccin ARN, que ce soit Moderna ou Pfizer, idem après le vaccin Pfizer. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, qui était à 2 doses séparées de 8 semaines, on a proposé 4 mois avec un vaccin ARN, et le vaccin Janssen, une dose, on a proposé 2 mois avec un vaccin ARN. Donc dit autrement, par définition, ceux qui ont été vaccinés au mois de juin ou au mois de juillet avec un vaccin Janssen vont être appelés plus vite que ceux qui ont été vaccinés avec un vaccin ARN au mois de septembre, par exemple. Alors, hier, ce qui a été décidé, c'est de changer cette recommandation, de venir avec une recommandation de remplacer ici les 6 mois par 4 mois. Donc, chez les vaccins AstraZeneca et le vaccin Janssen, on reste 4 et 2 mois et on aligne à 4 mois pour les vaccins ARN. Pourquoi? Parce que l'Agence européenne du médicament reconnaît l'intérêt de pouvoir réaliser dès 3 mois cette dose de rappel, de nouveau par rapport avant tout aux variants Delta qui est aujourd'hui majoritaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour ce faire, pourquoi vacciner après 4 ou 5 mois avec un booster? On va chercher les données d'Israël. Alors, pourquoi les données d'Israël? Parce que, et là, il faut bien faire attention à ce qu'on entend parfois en disant, tiens, Israël vaccine beaucoup plus que la Belgique, la France. En fait, c'est faux. Ils vaccinent beaucoup moins. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont vacciné beaucoup plus tôt. Ils ont vacciné beaucoup plus tôt leur population, qui fait qu'ils ont eu rapidement une population qui a été confrontée à une vague supplémentaire un peu plus précoce qu'en Belgique et en France, et les possibilités d'avoir une troisième dose de façon beaucoup plus massive, puisqu'ils avaient déjà vacciné près de 55% de leur population au mois de février. Au mois d'avril, on était là aussi à près de 60% de leur population. Et donc, si on va dans le concept de 5 mois après la deuxième dose, ben, on pouvait dès septembre commencer à vacciner, enfin, en fait dès le mois d'août, commencer à vacciner tous ceux qui avaient été vaccinés à partir du mois de février.
Et donc, c'est ce qu'a décidé Israël. Et donc, à partir du mois de fin juillet, début du mois d'août, ils ont commencé de massivement administrer la 3e dose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Israël est le pays qui vaccine le plus avec une 3e dose, sachant que, ou en tout cas une dose de rappel, la Belgique est un des meilleurs pays au niveau européen, devant la France, pour la vaccination contre la 3e dose. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Là, je vais juste vous donner les chiffres plutôt que les références. C'est qu'Israël a montré que cette 3e dose réduit les hospitalisations encore par rapport à ceux qui n'ont reçu que 2 doses 5 mois après avoir reçu cette 3e dose. 5 mois, pardon, après avoir reçu leurs 2 doses, ils reçoivent leur 3e dose. On réduit les hospitalisations de 92%. On réduit les formes sévères de la maladie d'à peu près 92-93% également. Et on va réduire également les risques de décès de 81%. Et ça a été confirmé dans une autre étude encore publiée ici encore plus récemment, il y a une semaine, que 5 mois après l'administration des 2 premières doses à vaccin Pfizer, dès qu'on administre le vaccin Pfizer, on réduit encore de 90% les hospitalisations. Et donc, ces données étaient particulièrement intéressantes et ont justifié de descendre de 6 mois à 5 mois, et des données supplémentaires permettent de justifier qu'on peut administrer 4 mois après la 2e dose des vaccins ARN, une dose supplémentaire. Alors là aussi, de nouveau, comme c'est en mode, ce n'est pas en mode présentateur. Alors il y avait une question qui a été posée, est-ce qu'il y a un intérêt de donner un vaccin ARN après une 3e dose, comme 3e dose chez les personnes qui auraient reçu un autre vaccin, comme le vaccin AstraZeneca? On sait que les soignants ont beaucoup reçu le vaccin AstraZeneca. Et donc oui, le 7 décembre, l'Agence européenne des médicaments et l'ECDC, donc le Centre de contrôle des maladies européen, recommandent cette vaccination de booster dit hétérologue, ça veut dire un vaccin différent par rapport aux 2 premières doses, minimum 3 mois. On peut faire bien évidemment après 6 mois. Et cette vaccination hétérologue donne une réponse encore meilleure que si on administre le même vaccin. Et donc ceux qui ont eu la chance d'avoir un vaccin AstraZeneca qui était particulièrement efficace sur les formes sévères au même titre que les vaccins ARN, s'ils reçoivent un vaccin ARN, auront en fait une réponse meilleure que ceux qui vont recevoir 3 vaccins ARN d'affilée. Alors, ceci, c'est pour vous montrer qu'on confirme les chiffres de façon assez intéressante en Belgique de diminution du nombre de cas par million d'habitants. Et vous voyez qu'en Israël, en fait, ils ont eu un pic, je vous l'ai dit, qui était plus précoce. C'est quand ils ont commencé à administrer la 3e dose, je vous l'ai dit à peu près au mois de juillet, c'est là aussi qu'ils ont vu descendre ce pic de façon significative sur les infections. Et vous voyez que la France est légèrement décalée par rapport à la Belgique. Et la Belgique commence effectivement à retomber. Alors, est-ce que c'est lié à la 3e dose? C'est certainement trop tôt pour le dire. Les hospitalisations, en tout cas, commencent à être liées à l'utilisation de la 3e dose, puisqu'on a vacciné, je vous l'ai dit, à peu près un pourcentage de la population qui est non négligeable en Belgique. Et ce qui est intéressant, c'est certainement ce schéma-ci, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'intérêt de vacciner une 3e dose si on n'a pas vacciné beaucoup de 1re et 2e dose. Donc, dit autrement, vous avez ici des pays sur votre abscisse qui ont une vaccination complète de 2 doses. La Belgique était déjà parmi les pays qui vaccinaient le plus à 2 doses. Et elle fait partie aujourd'hui des pays qui vaccinent le plus en 3 doses. Et si vous prenez la Hongrie, par exemple, qui vaccine plus en 3 doses, donc elle est plus élevée ici, elle est en retrait sur leurs 2 premières doses. Or, on sait que c'est l'association de ces 3 doses qui est importante pour réduire un maximum les hospitalisations. Et donc, dit autrement, vaut mieux être à droite et au-dessus que un peu trop élevé ici et plus à gauche, ou à l'inverse, à droite et ne pas être élevé du tout, comme certains pays, comme la Hollande, la Norvège ou l'Italie. Et la France, je vous ai dit, est un peu moins élevée que la Belgique, notamment au niveau de cette 3e dose. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, dans les maisons de repos et de soins les plus de 65 ans, c'est là qu'on a bien évidemment la vaccination la plus importante en 3e dose. Et avec la recommandation, il y a à peu près une dizaine de jours, de vacciner à partir de 18 ans, on commence à avoir des personnes qui sont vaccinées, on le fait par âge décroissant. Et comme ça, c'était sur un schéma d'attendre 6 mois après la 2e dose pour un vaccin ARN, et maintenant on est passé à 4 mois, ben on va remplir au fur et à mesure ces verts par du jaune pour avoir une vaccination qui est bien évidemment beaucoup plus complète. Alors ça, je vais passer aussi, c'était normalement... Voilà. Alors, j'en arrive ici à la question de la vaccination par rapport aux variants Omicron. Donc, je vous rappelle que l'histoire repasse un peu les plats, puisque, en fait, le variant alpha
était majoritaire au mois de février et mars. Et on s'est tous demandé si les vaccins seraient encore efficaces contre le variant alpha. On a eu le variant alpha pendant quelques mois, et puis le variant delta, en quelques semaines, a complètement chassé le variant alpha. On s'est posé la question, est-ce que les vaccins allaient maintenir une efficacité contre le variant delta? Est-ce qu'il allait augmenter le risque d'hospitalisation? Il entraînait plus de contamination, 2 fois plus que le variant initial, un peu plus que le variant alpha. Et vous voyez qu'on se retrouve maintenant avec le variant Omicron qui est en train de chasser le variant delta, avec les mêmes questions qui sont importantes. Est-ce qu'il est plus contagieux? Est-ce qu'il va recontaminer des personnes qui étaient déjà contaminées par le passé? Est-ce que les vaccins seront encore efficaces? Est-ce qu'on aura un échappement immunitaire? Et donc, c'est représenté ici dans des graphes, en fait, c'est au départ, on avait les variants qui étaient, quand on ne parlait pas de variants, la forme initiale du virus. Puis, je vous ai dit, on a eu le variant alpha à partir du mois de janvier qui a commencé à devenir majoritaire à partir du mois de février. Et puis, on a eu le variant Delta qui a eu le bon goût de pousser tous les autres variants, puisqu'on se retrouvait aussi avec du variant sud-africain qui n'est pas le même que l'Omicron, qui était le variant bêta, et le variant brésilien qui était le variant P1, le variant gamma. Et où là, c'est un peu plus compliqué, parce que quand vous avez 4 variants qui circulent avec des efficacités différentes des vaccins et que vous ne savez pas par quoi vous êtes contaminé, notamment dans des maisons de repos, dans les clusters, ben, c'est très difficile d'anticiper l'efficacité des vaccins notamment. Avec le variant Delta, ça fait depuis ici le mois d'août qu'on a 100% de variant Delta. Et donc, ça facilite quelque part l'interprétation des données. Alors, aujourd'hui, ça a changé avec le variant Omicron, puisque les derniers chiffres nous montrent qu'on n'a pas 0,3% dans les échantillons de variant Omicron. Maintenant, on est à plus de 3%, ce qui fait que la Belgique, ça c'est des chiffres d'il y a 3 jours, la Belgique comptait à peu près 73 cas dans les échantillons qui sont testés. Maintenant, ce nombre de cas double à peu près tous les 2-3 jours, ce qui va certainement amener le variant Omicron qui peut devenir majoritaire dans les semaines à venir. C'est ce qui se passe au Danemark, c'est ce qui se passe. En fait, le pays qui est le plus contaminé, c'est non pas l'Afrique du Sud, paradoxalement, mais c'est l'Angleterre, notamment la ville de Londres, où ils ont annoncé que le variant Omicron allait être très majoritaire. Vous voyez qu'il était à 1%, 1% en Angleterre, mais à Londres, il est beaucoup plus élevé et on s'attend là aussi à ce qu'il soit majoritaire. Alors, ceci, je vais passer assez rapidement. On a néanmoins des bonnes informations, des informations qui montrent que, indépendamment du variant Omicron, la nécessité de la 3e dose, je vous l'ai dit, c'était d'avoir une vaccination complète et un schéma optimal qui n'était pas un schéma à 2 doses, mais un schéma à 3 doses. Un peu comme on a pour l'hépatite B, un peu comme on a pour les vaccins à papillomavirus, et même plus pour les vaccins pédiatriques. Je vous rappelle que c'est minimum 3 doses, avec une dose de rappel, une 4e, et pour certains, une 5e dose. Et donc 3 doses, c'est un schéma optimal. Donc c'est ce qui était proposé ici. Et la bonne nouvelle, c'est que cette 3e dose, sur les premières données qu'on a de laboratoire, mais on va le voir y compris des données cliniques, redonne une efficacité sur le variant Omicron. Par contre, ceux qui n'ont reçu que 2 doses, je pense notamment au vaccin AstraZeneca, ça a été confirmé dans des études ici très récemment publiées en Angleterre. On perd de l'efficacité sur les infections de façon très très significative pour avoir moins de 30% d'efficacité sur les infections après 2 doses AstraZeneca et aux alentours de 30-35 avec le vaccin Pfizer. Et par contre, quand on refait la 3e dose, on remonte l'efficacité à plus de 75% sur les infections. Et on sait, comme je vous l'ai dit, que l'efficacité sur les formes sévères est nettement meilleure que sur les infections parce que l'immunité, ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, elle rentre également en jeu. Et donc, je pense qu'en ce qui concerne le variant Omicron, s'il faut le suivre d'un point de vue épidémiologique, c'est surtout des hospitalisations qui sont importantes. Donc, voici le schéma en fait qui le propose. Alors, pourquoi est-ce qu'on est quand même un peu inquiet? Je ne vous le cache pas. Ceci, c'était le variant Delta. Avec le variant Delta, je vous ai dit, 5 mois après la 2e dose, on avait entre 50 et 60% d'efficacité avec le vaccin Pfizer sur les infections, qui remontait à 95% sur les infections après la 3e dose. Sur le variant Omicron, on est décalé vers le bas. Ça veut dire que même la 3e dose régénère une efficacité de l'ordre de 75% selon les premières données. Donc on a une petite différence qui est non négligeable, mais qui peut se traduire par plus d'infections et donc plus potentiellement d'hospitalisation. Ce qu'on ne sait pas, c'est la sévérité réelle de la maladie associée à l'Omicron.
Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus. Et des données assez intéressantes nous montrent que si le pic de contamination augmente de façon très significative dans certains pays, comme en Afrique du Sud et au Danemark, le nombre d'hospitalisations ne suit pas ce pic de contamination. Une des raisons, semble-t-il, et des premières données montrent que le virus se réplique beaucoup plus vite au niveau d'un nasopharaingé, mais moins au niveau des bronches. En fait, là, on a la réaction éventuellement grave et les hospitalisations. Et donc ça peut être éventuellement la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir plus de cas infectés, y compris chez des personnes préalablement vaccinées ou chez des personnes préalablement positives avec un ancien virus, mais un risque d'hospitalisation qui serait néanmoins moindre. Mais attention, ça c'est une différence de risque. Mais si on a beaucoup plus de contaminés, on aura quand même un nombre d'hospitalisations qui sera non négligeable. Et donc, on est dans une situation actuelle d'observation, de transition entre la fin du variant Delta et les hospitalisations dans certaines régions, dans certains pays, et la prise en place de l'Omicron qui va amener des infections supplémentaires. Mais est-ce que oui ou non, les hospitalisations vont suivre de façon significative? Alors, je terminerai juste par une information sur la vaccination des 5-11 ans. On est en plein débat au Conseil supérieur de la santé à ce sujet-là. Est-ce que oui ou non elle est nécessaire? Est-ce que oui ou non il faut la faire maintenant? Est-ce que ça va réduire le risque direct chez les enfants de 5-11 ans? Est-ce que ça va avoir un impact indirect chez les enfants de 5 à 11 ans sur la santé mentale, sur l'activité physique en cas de confinement, puisqu'on sait qu'on a fermé les écoles une semaine plus tôt, on a fermé une série d'activités sportives via les écoles chez les enfants, et donc ça a un impact, on le sait, sur la santé mentale. Est-ce que le fait de vacciner les 5-11 ans peut réduire directement chez eux les formes graves de la maladie? Il y en a très peu, il y en a beaucoup moins, donc ce n'est certainement pas le cas. Est-ce que ça peut indirectement réduire le risque de contamination dans la population générale, vaccinée ou non vaccinée? On a des modèles qui nous permettent de démontrer ça. Ça permet de réduire la transmission, pas totalement. Et donc, globalement, est-ce que la réflexion de vacciner les 5-11 ans aujourd'hui est prioritaire, sachant que la priorité, c'est de vacciner en premier les personnes à risque qui n'ont pas encore eu de vaccin, et puis la troisième dose chez ceux qui ont déjà eu des vaccins. Or, comme les centres de vaccination ne savent pas travailler de façon extensive, je dirais, aujourd'hui, la plupart des centres de vaccination en Wallonie sont complets jusqu'à fin du mois de décembre. Si on remet les enfants de 5-11 ans en plus, ça représente à peu près 930 000 enfants, il ne faut pas qu'ils prennent quelque part la place des personnes qui sont les plus fragiles, qui doivent avoir une troisième dose, puisqu'on sait que les enfants ne sont pas malades. Et enfin, est-ce qu'il y a un intérêt de les vacciner avec un vaccin qui est peut-être moins efficace chez eux, comme chez les adultes, sur le variant Omicron? Donc, ça reste toute une série de questions ouvertes dont on n'a pas aujourd'hui encore la totalité des réponses. Et donc, c'est pour ça qu'on est encore en discussion sur cette vaccination des 5-11 ans. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation générale. J'ai d'autres slides, mais qui pourront venir suivant les questions par après. Voilà, merci professeur. Bien, il y a des questions qui avaient déjà été posées par les participants à ce webinaire au moment de l'inscription. Je me propose de vous les lire peut-être au fur et à mesure pour que vous puissiez y répondre. Alors la première question qui nous est parvenue, c'est quelle est la pertinence de la vaccination quand on vient de faire la Covid avec un certificat de rétablissement valable 6 mois? Donc, il ne faut pas confondre le certificat de rétablissement pour avoir un CST et l'intérêt de la vaccination. C'est deux choses différentes. Si on a eu une PCR positive il y a plus de 11 jours et en dehors les 6 mois, on a un CST. Les données qu'on a permettent de démontrer effectivement, non pas sur le variant Omicron, mais sur le variant Delta, que ceux qui ont fait la maladie ont une excellente immunité induite par l'infection, par la maladie elle-même. C'est la raison pour laquelle on a toujours recommandé de vacciner les personnes qui ont fait la maladie minimum 14 jours après avoir fait des symptômes de la maladie ou 14 jours après une PCR positive. Mais quand on dit minimum, beaucoup de médecins recommandaient 3 mois ou 5 mois après avoir fait une PCR positive. Aujourd'hui, avec le variant Omicron, avec la perte d'efficacité aussi de la vaccination et même de l'immunité naturelle par rapport au variant Delta dans le temps, et les premières données qui montrent avec le variant Omicron qu'il réinfecte les personnes préalablement contaminées, qu'elles aient été contaminées par le variant anglais, le variant sud-africain ou le variant brésilien,
les anticorps produits par ces contaminations préalables ne sont plus efficaces contre le variant Omicron, un peu comme une vaccination en 2 doses. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, on recommande ceux qui ont eu une infection par le passé de maintenir la vaccination minimum 14 jours après avoir eu des symptômes ou après avoir eu une PCR positive. Alors certains peuvent encore attendre 2-3 mois, j'ai pas mal discuté avec Michel Goldman et d'autres immunologues, mais ils sont particulièrement inquiets. Et donc la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui par rapport aux variants Omicron, et donc il faut bien évoluer aussi avec ces concepts. Et une chose est sûre, c'est que la vaccination chez les personnes qui ont fait le virus par le passé n'est pas problématique. On n'a pas trop d'anticorps, ça n'existe pas ça de se dire on a trop d'anticorps, du coup on va avoir des maladies auto-immunes, ça n'a pas de sens. Et donc, à titre d'information, vous avez devant vous quelqu'un qui a fait le Covid et qui a eu 3 doses de vaccin. Je n'en ai pas eu, j'en ai pas plus souffert d'avoir fait des doses de vaccin supplémentaires. Et donc, les premières données montraient que si on faisait le vaccin trop près d'une infection, on pouvait avoir un peu plus d'effets indésirables. Mais donc, je dirais que dans le doute, en accord avec le médecin, la troisième dose ou la vaccination est d'autant plus nécessaire maintenant avec le variant Omicron. D'accord, merci. La deuxième question est un cas un peu particulier, je pense. Je vous la lis. Une ergothérapeute de notre équipe n'est pas vaccinée. Elle souffre de sclérose en plaques. Elle a fait 2 poussées il y a plusieurs années et craint que le vaccin ne déclenche une nouvelle poussée. Pouvez-vous nous donner votre avis? Donc, en fait, deux choses. Un, dans les associations professionnelles de rhumatologie, les personnes qui sont sous immunodépresseurs, ce qui est le cas de la plupart des personnes qui souffrent de maladies de ce type-là, sont recommandées en termes de vaccination, même prioritaires. Parce que le Covid, chez eux, est beaucoup plus à risque de se développer et de former des formes sévères. Et donc, toutes les personnes qui souffrent de sclérose en plaques, de polyarthrite rhumatoïde, de diabète, de maladies auto-immunes thyroïdiennes, on recommande la vaccination, même prioritaire, un peu comme chez les femmes enceintes, pour les mêmes raisons d'ailleurs, pour la raison de l'immunité qui diminue chez elles. Donc ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on étudie actuellement les cas de crise après certaines maladies auto-immunes, après la vaccination, que ce soit les vaccins ARN ou le vaccin AstraZeneca. Et on en a discuté à l'Agence européenne du médicament le mois passé. Et on n'a pas de données aujourd'hui qui montrent qu'on a plus de risques de développer une crise après la vaccination, donc ce qu'on appelle la flare en anglais, que sans la vaccination. Par contre, globalement, sans la vaccination, on a beaucoup plus de risques de former des formes sévères de Covid. Donc, le tout étant, il est certainement préférable de prendre le risque de revoir une crise, quand je dis risque qui n'a pas été démontré, mais potentiel de refaire une crise d'une maladie préexistante traitée, que de développer un Covid si on n'est pas vacciné, d'où la recommandation de la vaccination. Et on n'a pas aujourd'hui démontré de risque de crise après la vaccination. D'accord, merci. Je rappelle aux participants ici de ce webinaire que le module de questions-réponses est à votre disposition si vous voulez poser des questions sur ce qui a été dit précédemment ou poser une question ici par rapport aux réponses qui sont données par le professeur Denier. La question suivante, professeur, on nous dit depuis longtemps que le vaccin ne permet pas d'éviter totalement la maladie, mais d'en atténuer les effets. Qu'en est-il du taux de transmission du virus? Une personne vaccinée est-elle moins transmetteuse, entre guillemets, du virus? Y a-t-il des études à ce sujet? Donc, c'est une question qui est importante parce que là aussi, on dit tout et son contraire. Je vais essayer d'abord d'exprimer les faits. Donc, oui, le vaccin n'est pas efficace à 100%. Il n'y a pas un vaccin efficace à 100%. Les vaccins ici, je vais parler des chiffres, sont efficaces sur les infections, suivant le moment où vous avez eu les 2 premières doses, de plus de 90%. Je veux dire, vous n'allez pas faire d'infection chez plus de 90% des personnes qui ont reçu leurs 2 doses. Par contre, plus de 3 mois après la deuxième dose, on voit que l'efficacité des infections diminue, je vous ai dit, de l'ordre de 50%. Donc ça veut dire que même si vous avez été vacciné il y a 6 mois avec 2 doses d'un vaccin Pfizer ou AstraZeneca, vous pouvez redévelopper une infection. Par contre, sur ces infections, même 6 mois après l'administration du vaccin, l'efficacité sur les hospitalisations reste de plus de 80%. Donc ce n'est pas 100%, c'est pour ça que je vous ai montré que par définition, vous avez des gens vaccinés qui sont hospitalisés.
Donc, vous avez beaucoup moins de chances d'être infecté et beaucoup moins de chances d'être hospitalisé. Le temps passant, vous réaugmentez votre chance d'être infecté, notamment avec Omicron, mais votre risque d'hospitalisation reste quand même nettement diminué. D'où l'intérêt de la vaccination. En ce qui concerne la question sur la transmission, si vous n'êtes pas affecté, vous ne savez pas transmettre quelque chose pour lequel vous n'êtes pas affecté. Donc, je pense que ça me paraît simple ça, comme réflexe. Donc, des personnes qui ont des PCR négatifs et qui ne sont pas affectées ne savent pas transmettre un virus qu'ils n'ont pas. Donc, quand vous êtes vacciné et que vous avez une efficacité sur l'infection, au minimum, vous avez cette efficacité sur la transmission également. Comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a, suivant les vaccins, des efficacités sur les infections de l'ordre de 30 à 50% 6 mois après la vaccination. On sait qu'on va avoir une réduction des transmissions qui seront certainement de l'ordre de 50%. Par contre, si on est réaffecté, notamment avec le variant Delta, la charge virale nasopharyngée est équivalente, voire supérieure, suivant qu'on ait eu ou pas le virus par le passé ou suivant qu'on soit vacciné ou pas. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes affecté quand vous êtes vacciné, vous risquez de transmettre, mais moins longtemps. La charge virale diminue plus vite chez les personnes vaccinées. Donc le tout fait que on réduit le risque de transmission, pas totalement, mais suivant les données, on estime entre 40 et 60% la diminution du risque de transmission. Et donc l'erreur à ne pas commettre verbalement, c'est de dire bah, ça ne sert à rien de me faire vacciner puisque je peux encore transmettre. C'est doublement faux en fait. Premièrement, le fait de se faire vacciner, ce n'est pas pour ne pas transmettre, c'est avant tout pour ne pas tomber malade et de faire des formes sévères. Vous réduisez au moins de 50% le risque de tomber malade et au moins de 80% de faire une forme sévère. Et deux, vous réduisez quand même votre risque de transmission. C'est la même chose quand vous prenez votre voiture et que vous mettez votre ceinture de sécurité. Je ne peux pas vous garantir que si vous faites un accident, vous n'aurez pas un dégât corporel, un dommage corporel, mais votre ceinture va réduire ce risque. Et donc, on en est dans cette situation. Donc, tout n'est pas blanc ou noir, et ça, je crois que c'est important. Et surtout, il faut éviter aussi l'anathème qui dit que oui, mais moi qui ne suis pas vacciné, je suis plus à risque d'être contaminé par une personne qui est vaccinée. C'est totalement faux, en fait. Une personne vaccinée aura moins de risques, moins de chances de transmettre le virus qu'une personne non vaccinée. Et cette même personne qui n'est pas vaccinée et qui a peur à cause du CST d'être infectée par une personne vaccinée, le problème, ce n'est pas le CST, puisque même sans le CST, elle serait quand même tout autant à risque d'être contaminée. Donc, le CST n'est pas là pour non plus garantir aux personnes qui ne sont pas vaccinées qu'elles ne seront pas affectées. Ce n'est pas l'objectif. Parfait, merci. Alors ici, comment expliquer le fait que le vaccin contre la Covid entraîne tant d'effets secondaires, fièvre, maux de tête, nausées, vertiges, etc. J'ai été malade 2 fois et j'appréhende la 3e dose alors que j'ai déjà reçu pas mal de vaccins dans ma vie et n'ai jamais eu d'effets secondaires pour les autres. Ben, pour une simple raison, c'est qu'il est immunogène, qui marche. Ça veut dire qu'il donne une réponse efficace en termes d'immunité. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi efficace entre nous. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment fait de lien entre, chez les mêmes personnes, l'efficacité et le nombre ou la nature des effets indésirables, mais on sait que suivant le vaccin, si on prend les vaccins ARN, c'est surtout après la 2e dose qu'on a un peu plus d'effets indésirables, notamment chez les plus jeunes, chez les moins de 65 ans, un peu moins chez les plus de 65 ans. Le vaccin AstraZeneca, ces mêmes effets indésirables sont plus importants après la première dose, donc on a des différences entre les vaccins. Et c'est vrai que moi-même, je vous l'ai dit, qui ai fait mes 3 doses de vaccin, ma 2e dose et ma 3e dose, pendant 24 ou 48 heures, j'ai eu des maux de tête, j'ai eu des courbatures, j'ai eu de la fatigue. Par contre, j'ai fait un Covid sévère. Je choisis vite les effets indésirables du vaccin que le Covid sévère, je peux vous l'assurer. Et donc, oui, ces effets indésirables sont associés à la réaction immunitaire qui est induite et qui est particulièrement efficace. Je vous rappelle que les vaccins contre la grippe sont généralement moins efficaces que 60%. Et ici, on est à plus de 90% initialement sur les infections, plus de 90% sur les hospitalisations. Si on n'avait pas des vaccins aussi efficaces, la vague qu'on passe actuellement sur le variant Delta, on serait tous confinés hein, depuis le mois de septembre. Hein. Sans la vaccination. Et donc, je pense que le prix des effets indésirables est à mettre en balance avec le bénéfice de la vaccination sur la qualité de vie qu'on a aujourd'hui, et notamment dans l'ORECA, je peux vous assurer qu'on aurait été fermé depuis le mois de septembre sans la vaccination.
Parfait, merci. Alors, la question suivante a été posée par plusieurs personnes. La voici. Y a-t-il un intérêt de recevoir des doses de vaccins différentes, sachant que leur mode d'action est lui-même différent? J'ai reçu 2 premières doses de vaccin Pfizer et là, je vais recevoir du Moderna. Donc, ce qu'on appelle la vaccination hétérologue, et qui est intéressante, c'est surtout de recevoir un vaccin complètement différent de plateforme entre les 2 premières doses et la troisième dose, ou entre les 2 premières doses tout court. Et donc, on a constaté justement que la vaccination avec un vaccin adénovirus suivi d'un vaccin ARN donnait une réponse immunitaire au moins équivalente, voire supérieure de la réponse immunitaire de recevoir le même vaccin. Et donc, c'est certainement une bonne chose. Par contre, avoir un Moderna ou un Pfizer en troisième dose, alors qu'on a eu en première et deuxième dose un Pfizer ou un Moderna, il n'y a pas vraiment de différence. Maintenant, entendez-moi bien, cette troisième dose est tout aussi efficace cliniquement. Les chiffres que je vous ai montrés d'Israël, c'était avec le même vaccin, hein. C'était Pfizer première, Pfizer deuxième, Pfizer troisième. Donc la réduction de 90% de la mortalité avec la troisième dose, avec les vaccins même homologues, ou avec un Moderna à la place d'un Pfizer, est très significative et particulièrement intéressante. Et donc, dans les deux schémas, le même vaccin, les vaccins ARN interchangés ou un vaccin adénovirus, la troisième dose reste très efficace et peut-être un peu plus sur les infections, pas sur les hospitalisations, si on a un vaccin complètement différent pour la troisième dose. D'accord, merci. Ici, pensez-vous qu'il est préférable de faire un test sérologique avant de recevoir la troisième dose pour les personnes qui ont déjà fait le Covid dans les 180 jours précédents? C'est une proposition qui est venue plusieurs fois sur la table, nous, on en fait beaucoup. Donc, nous, on suit ici dans mon département, on suit des corps de 200 professionnels de la santé vaccinés depuis le mois de janvier, et on les suit en sérologie, mais c'est des sérologies spéciales où on titre ce qu'on appelle les anticorps neutralisants. La sérologie classique ne mesure pas ce qu'on appelle des anticorps neutralisants, ça mesure juste des anticorps, différents types d'anticorps, mais on ne sait pas si ils sont les plus efficaces. Et donc, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas un corrélat entre le risque de ne pas retomber malade, la mesure d'anticorps. Deuxièmement, si on fait la mesure d'anticorps, nous, on a démontré une chute de ces anticorps de façon très significative après 4, 5, 6 mois. Donc, ça veut dire, je ne sais pas quand vous allez refaire les mesures d'anticorps. Est-ce que vous allez refaire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 4 semaines? C'est aller faire un prélèvement de sang, c'est aller faire une analyse. Pour de toute façon, à un moment ou l'autre, se poser à chaque fois la même question, est-ce que je fais ma troisième dose? La situation la plus simple, vous êtes convoqué pour la troisième dose, vous allez le faire. On n'a pas démontré qu'avec un titre d'anticorps même élevé, cette troisième dose était problématique. Et donc ça, c'est la situation la plus simple. Maintenant, si vous avez absolument un médecin qui dit je vais mesurer votre titre d'anticorps et ne fait pas ta troisième dose, je pense que ce n'est pas une mauvaise approche, il y a juste que ce n'est pas une approche aujourd'hui qui se traduit par une efficacité plus importante que ce qu'on a de la troisième dose. Les données que je vous ai montées en Israël, c'est 3 doses, qu'on ait été ou pas, qu'on ait fait ou pas la maladie. Le moment de faire la troisième dose pourrait être changé, c'est-à-dire qu'au lieu de la faire après 6 mois, si on a eu le Covid il y a 1 mois, je vous dis, certains proposent d'attendre 3 mois. Pourquoi pas? Mais ça reviendra à chaque fois à la même question. Ben, on va mesurer vos anticorps, ce sera une technique éventuellement différente dans un autre laboratoire, ce sera des données difficilement interprétables. Donc, plutôt que de se soucier de cette mesure, beaucoup préfèrent, et c'est ce qui a été préféré, d'administrer la troisième dose indépendamment des titres d'anticorps, même si on est tombé malade. D'accord. Alors la question suivante est très intéressante et pertinente, je trouve, mais aurait surtout besoin d'une réponse à caractère juridique qui me semble difficile de donner ici. Je vous la lis quand même en vous disant que nous y répondrons le plus rapidement possible via nos canaux de communication traditionnels. La voici. La vaccination obligatoire, c'est un choix individuel ou une obligation, mais quelles sont les conséquences au niveau des assurances accidents du travail, des maladies professionnelles ou de la responsabilité pénale? Comme je vous l'ai dit, c'est une question très pratico-pratique, mais avec beaucoup d'éléments juridiques, et donc nous y répondrons, comme je vous le disais, via nos canaux traditionnels le plus rapidement possible, et nous vous adresserons la réponse à tous, bien évidemment. Alors la question suivante: pourquoi le fameux pourcentage de 80% de vaccination, qui était, je vous le rappelle, le seuil qui avait été défini théoriquement à l'époque comme étant celui permettant de protéger l'ensemble de la population, donc chez nous n'est plus réaliste et accepté?
alors que les chiffres exponentiels de contamination de personnes vaccinées ne sont-elles pas... Ah oui, attendez, non. Ne cessent d'augmenter également. Voilà. Il y a une sous-question. Les personnes vaccinées ne sont-elles pas plus dangereuses du fait qu'elles pensent peut-être être moins contaminantes? On y a déjà répondu en partie. Une personne non vaccinée, raisonnable et consciente n'était pas plus prudente dans ce cas-là, ne devrait-elle pas être mis plus, cela ne devrait-il pas être mis plus en valeur? Et donc, peut-être deux réponses. Un, l'histoire nous apprend qu'on n'apprend pas de l'histoire. Donc ça veut dire qu'il faut ici changer de paradigme et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis un an avec la vaccination et avec le virus. À savoir que, comme beaucoup sur des livres d'immunologie, des livres de vaccinologie, on a parlé d'une immunité de masse, donc l'immunité de groupe, qui fait que, suivant le taux de reproduction du virus, on pouvait espérer que si on avait vacciné 70 à 80% de la population totale, on ait le virus qui circule moins. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc ça veut dire que même les personnes non immunisées, non vaccinées, seraient quand même protégées. Alors ça, c'est vrai quand on a un virus qui est toujours le même, deux, quand la vaccination prévient la transmission, et trois, quand le virus ne circule que chez l'humain. Or ici, le problème, c'est qu'avec le temps, on s'est rendu compte que le virus, et ça on s'en doutait, mutait, donc on change aussi de virus, que le virus peut quand même se transmettre si on est vacciné, c'est ce que j'ai mentionné, mais moins, et enfin que le virus n'est pas qu'un virus humain, c'est ce qu'on appelle une zoonose, ça veut dire se trouve chez l'animal, donc dit autrement, il peut continuer à muter et affecter l'humain. Et donc l'espèce de réflexion de se dire, il y a un an, il suffit de vacciner 80% et le problème sera réglé, ça n'a pas de sens à un moment où on sait que le virus peut muter et peut continuer à se transmettre si on est vacciné. Donc, dit autrement, si demain, avec une baguette magique, je vaccine 100% de la population belge, 100%, le virus va continuer à circuler, il va continuer à éventuellement muter, il y aura moins d'hospitalisation, mais il va continuer à circuler. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle une immunité stérilisante comme on a avec d'autres vaccins. L'hépatite B, par exemple, quand on est vacciné, on ne transmet plus. Donc c'est tout à fait différent. La grippe, c'est un peu différent, on continue à transmettre. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième partie de la question, c'était, si vous me rappelez bien, donc ça, il y avait le... Oui, alors les personnes vaccinées, pardon, ne sont-elles pas plus dangereuses Donc en du fait, fait qu'elles pensent être moins contaminantes? oui, donc moi j'essaye de ne stigmatiser personne, ni les non-vaccinés, ni les vaccinés. Je pense que les non-vaccinés peuvent être convaincus d'être vaccinés avec des arguments scientifiques, mais ce n'est pas en les stigmatisant qu'on va y arriver. Mais encore moins les vaccinés. Par contre, et c'est ça que je voulais vous dire, il faut qu'on apprenne de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre, notamment en Flandre? C'était la région du monde qui était une des plus vaccinées au monde avec le Portugal. D'accord? Et on a montré dans des enquêtes sociologiques que les personnes vaccinées, effectivement, avaient 2 fois plus de contacts que les personnes non vaccinées, puisqu'elles se sentaient effectivement un peu plus protégées. Mais le virus circulant également chez les personnes vaccinées, on a constaté en Flandre qu'il y avait le taux de vaccination un des plus élevés au monde, que dans les semaines qui a suivi cette quatrième vague, c'est en Flandre, notamment en Flandre d'Ouest, la province de Flandre Ouest, où on a eu le taux de contamination le plus élevé dans le monde. Et donc ça prouve bien que la vaccination ne prévient pas totalement la transmission et qu'il faut également associer à ça des gestes barrières, mais, et là c'est important aussi, la vaccination a produit son effet de réduire par rapport à la deuxième vague le nombre d'hospitalisations, le nombre de lits en soins intensifs, ce qui a fait qu'on n'a rien fermé, à l'exception des boîtes de nuit ici récemment. Et donc je pense qu'il faut revenir à un système aujourd'hui, y compris avec le variant Omicron, avec un virus qui est saisonnier, non pas qui se répand plus parce que le virus est plus agressif au mois d'octobre, mais parce qu'on referme les portes et qu'on ventile moins, il faut revenir avec un concept indépendamment de la vaccination, de maintenir des gestes barrières lorsqu'on sait que le virus peut circuler plus. Ça veut dire certainement jusqu'au mois de mars-avril, puisqu'on sait d'ailleurs que la première vague et puis la vague qui a suivi la troisième vague sont des vagues qui se sont développées au niveau du mois de mars-avril. Et donc, il faut certainement, jusqu'au mois de mai, ne pas se dire, comme on l'a fait au mois de septembre, on lève tout à partir du mois de janvier et février, parce que je peux vous le signer à demain qu'on va repartir au mois d'avril avec la même situation qu'on a ici avec la quatrième vague.
Parfait. Alors, une question suivante qui demande s'il est possible d'avoir de l'information supplémentaire sur le molnupiravir. Et alors, Donc, si vous permettez, avant que vous ne répondiez, il est 11h30. Ce webinaire devait théoriquement se terminer à 12h. Vu le nombre de questions qui arrivent et auxquelles il faut encore répondre, je suppose que personne ne verra d'inconvénient à ce que l'on déborde quelque peu sur l'horaire initialement prévu. D'accord, parfait. Je vous en prie, professeur. donc, il y a 2 traitements par voie orale qui sont en cours d'évaluation par l'Agence européenne du médicament et qui paraissent prometteurs. C'est le molnupiravir de la firme Merck et le Paxlovid de la firme Pfizer. Le molnupiravir est un produit qui est à prendre par voie orale dans les 5 jours qui suivent l'apparition des premiers symptômes chez les personnes à risque, donc notamment les plus de 60 ans, les personnes qui souffrent de cancer, de diabète, de maladies cardiovasculaires, pour réduire le risque d'hospitalisation. C'est un produit à prendre tous les jours pendant 5 jours, 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, à raison de 4 comprimés le matin, 4 comprimés le soir. Et c'est ce qu'on appelle un antiviral. Ça veut dire qu'il va agir non pas sur l'entrée du virus dans la cellule, mais sur la réplication du virus avec un antiviral de la même nature que ce qu'on a, par exemple, pour ceux qui connaissent des traitements pour l'aciclovir qu'on va utiliser dans le traitement du le Zovirax qu'on va utiliser dans le traitement de l'herpès. Plus ou moins le même type de fonctionnement. Donc vous savez que dans le traitement de l'herpès, même labial, il faut l'utiliser le plus tôt possible pour éviter que l'herpès ne se développe. Donc ici, on est dans la même situation chez les personnes qui sont à risque pour réduire le risque d'hospitalisation. Les données d'efficacité étaient initialement plus prometteuses, de l'ordre de 50% de réduction d'hospitalisation et de décès. L'ensemble des données maintenant montre une réduction de l'ordre de 30% des hospitalisations et des décès, ce qui est déjà majeur. La Belgique en a fait l'acquisition de 10 000 doses qui seront disponibles à partir du mois de janvier et février à utiliser chez des personnes à risque. Le deuxième produit qui paraît encore plus prometteur, qui agit de façon un peu différente, c'est un inhibiteur de protéase comme on utilise dans le traitement du sida, qui va agir aussi sur la réplication virale. Ces 2 produits, par ailleurs, qui ne sont pas impactés par le variant Omicron, parce qu'ils agissent de façon différente, lui, selon le même principe, administré dans les 5 jours qui suivent les symptômes chez des personnes à risque, réduit, lui, de 89% le risque d'hospitalisation et de décès. Et donc, je pense que lui peut être vraiment, ou associé au molnupiravir, un produit qui pourrait changer, qui pourrait réduire là aussi le risque d'hospitalisation. Bien évidemment, et c'est important, on a aussi des données qui montrent que ça réduit également un peu le risque de transmission, mais ce n'est pas le genre de produit qu'on va utiliser chez tout le monde, dans la population, en attendant de ne pas être affecté par le virus. Donc il faut aujourd'hui identifier des personnes qui soient à risque, qui puissent être disponibles pour avoir un test PCR rapidement dès les premiers symptômes et administrer le produit en dehors les 5 jours, pendant 5 jours. Donc je pense que ça permettrait de soulager les hôpitaux si un certain nombre de personnes pouvaient utiliser ce produit, mais il y a encore toute une série d'inconnus, à savoir est-ce que le produit est efficace chez les personnes vaccinées, par exemple, qui développeraient des premiers symptômes. Dit autrement, on sait que les vaccinés ont moins de risque d'hospitalisation, mais même des vaccinés à risque, si on utilise beaucoup le produit chez eux, comme on a plus de 90% des vaccinés chez les plus de 18 ans, ben, en fait, on n'aura pas du produit pour tout le monde. Donc, il faudra vraiment analyser la meilleure façon d'utiliser ces produits lorsqu'ils seront autorisés par l'Agence européenne du médicament. C'est indirectement le cas du molnupiravir, le Paxlovid. Ça va être indirectement le cas dans la semaine prochaine. Donc, on pourra passer commande au niveau belge et avoir des doses à partir de janvier, mais de façon parcimonieuse. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Parfait. Alors, je reprends le cours des questions. J'étais sur un autre écran pour le moment. Alors, si la question suivante est une question, je vais dire, à la fois médicale, mais peut-être aussi un peu plus politique, pourquoi la vaccination n'est-elle pas obligatoire dans les milieux d'accueil pour tout le personnel? Le personnel a actuellement le choix, et cela crée parfois de l'injustice vis-à-vis des personnes vaccinées, elles qui ont pourtant permis de fermer, ici en l'occurrence on parle d'une crèche, moins longtemps lors de cas contacts positifs. Et donc, de façon générale, la vaccination obligatoire est sur la table de différents conseils de ministres, que ce soit au niveau fédéral, puisque seul le fédéral peut prendre une décision. Ils ont recommandé la vaccination obligatoire des personnels de la santé au sens large, donc y compris les personnes qui seront en contact avec des personnes fragiles qui ne seraient pas des professionnels de la santé. Donc ça, je crois que c'est important. Donc à voir si ces personnes seront considérées dans les personnes
à obligation vaccinale qui serait imposée dans le courant du premier trimestre. Ça a été décidé. Maintenant, il faut attendre le retour législatif là derrière. Je vous rappelle que ça a été fait en France et ça a été fait en Italie. Ça a amené la vaccination chez plus de 98-99% des professionnels de la santé de façon au sens large également dans ces pays. Et donc, il y a 1% qui a réellement été affecté et qui n'a pas voulu se faire vacciner avec la nécessité de ne plus pouvoir travailler. Je vous ai dit qu'on a plus de 90% aujourd'hui des professionnels de la santé qui sont vaccinés. Donc ça, cette décision a été prise. En ce qui concerne la vaccination obligatoire de la population générale, là, différents conseils ont été demandés à l'Académie royale de médecine, là où je siège également. Je suis dans le groupe de travail où on va réfléchir. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas aujourd'hui ni de consensus, ni de volonté de venir avec une recommandation de vaccination obligatoire. Le comité de bioéthique, d'avis de bioéthique, a également été saisi, de même que d'autres instances comme le Conseil supérieur de la santé, la task force vaccination. Et donc là, un premier rapport sera fourni aux alentours du 15 janvier. Donc, alors vous savez que l'Allemagne va passer le stade de la vaccination obligatoire, que l'Autriche l'a fait également, et donc certains pays ouvrent la porte de cette possibilité. Je pense que la vaccination des professionnels de la santé au sens large avait déjà fait l'objet d'un consensus au mois de juillet par les académies royales de médecine, par les différents gouvernements. La vaccination obligatoire pour la population générale sera, à mon avis, beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à envisager. D'accord, merci. Question suivante. Je suis allergique à pas mal de choses. Je m'inquiète quant à l'injection de ce vaccin anti-Covid. Ce qui me tracasse aussi, c'est un risque d'AVC. Alors, deux choses. Un, les risques d'allergie. D'abord, ce sont des vaccins qui sont peu allergogènes. Ça veut dire qu'ils entraînent peu de réactions allergiques, moins d'un cas sur 100 000. Et si vous êtes vraiment à risque, il y a 22 centres d'allergologie prévus pour recevoir la vaccination dans des centres où vous serez pré-testé, vous serez suivi pendant au moins 30 minutes à 1 heure. Et le risque de réaction anaphylactique apparaît en dehors des 30 minutes avec les traitements adéquats. En Belgique, on n'a pas eu de problème avec ces vaccins. Donc, je pense qu'il y a la possibilité de vous inscrire pour vous faire vacciner dans un centre d'allergologie. Il y en a plus d'une vingtaine qui sont prévus à cet effet. Donc ça, je crois que c'est important de le mentionner et ça a été prévu, même si je peux vous assurer, si vous faites beaucoup d'allergies, par rapport à la vaccination, vous êtes beaucoup plus à risque de faire des allergies graves avec d'autres produits que la vaccination. Donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est important. Moins d'un cas sur 100 000, c'est moins que le risque, quand vous prenez votre voiture tous les jours, de faire un accident mortel. Donc ça, il faut le rappeler. Donc, et la deuxième partie de la question, après l'allergie, c'était... Le risque d'AVC. Donc, le risque d'AVC, en fait, il ne faut pas confondre le risque d'AVC et le risque de thrombose cérébrale. Donc, un accident vasculaire cérébral peut venir d'une hémorragie ou d'une thrombose. Ici, on a eu des thromboses avec thrombocytopénie qui ont été induites par les vaccins adénovirus, le vaccin AstraZeneca et le vaccin Janssen, principalement chez les femmes, principalement chez les moins de 50 ans. C'est pour ça qu'on a proposé le vaccin Janssen chez les plus de 40 ans. Comme aujourd'hui, on n'utilise plus que des vaccins ARN chez qui il n'y a pas ce risque d'AVC, donc de thrombose avec thrombocytopénie, il n'existe pas, il n'a pas été démontré. Il faut savoir qu'on a donné, on utilise ces vaccins dans le monde chez plus de 4 milliards de personnes, 8 milliards de doses administrées. Tous les jours, on vaccine 3 fois la population belge avec ces vaccins. Ils n'ont jamais été autant étudiés. Et donc, quand on dit que le risque d'AVC et le risque de thrombose avec thrombocytopénie avec les vaccins ARN n'a pas été démontré, ça n'existe pas. Et là aussi, si on prend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre risque de base de faire un AVC dans la vie de tous les jours est plus élevé que le risque si vous êtes vacciné. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que votre vaccin n'entraîne pas un sur-risque supplémentaire par rapport à un AVC de tous les jours. Donc ça, je crois que c'est important. Et si je peux vous donner les facteurs de risque des AVC, que ce soit la pilule contraceptive, l'obésité, le fait de fumer, vous regardez, vous allez déjà couvrir, et l'âge, vous allez couvrir 100% de la population qui a plus de risque de faire un AVC que de la vaccination. D'accord, merci. Alors, question suivante qui concerne les maisons de repos, et de soins. Ces dernières ont souvent un temps de retard dans les contaminations par rapport à la population générale. Au vu des chiffres actuels qui sont maîtrisés en maison de repos, mais toujours hauts dans la population, doit-on craindre un effet retard du variant Omicron dans ces maisons de repos ou de repos et de soins
et comment peuvent-elles l'anticiper? Ben, elles l'ont déjà anticipé parce qu'elles ont eu la troisième dose en priorité. Et donc, je pense que personne n'échappera à l'Omicron. Quand je dis personne, pas à titre individuel, mais personne en termes au niveau sociétal, hein, au niveau épidémiologique. Donc, ça veut dire que si l'Omicron est aussi transmissible que ce qui paraît être le cas, il n'y a pas de raison que les maisons de repos n'aient pas de l'Omicron aussi. Par contre, l'efficacité des vaccins est telle qu'on risque d'avoir des clusters dans les maisons de repos avec des infections de percée qui soient un peu plus importantes. Donc, ça veut dire que des personnes qui ont été vaccinées ou même qui n'ont pas été vaccinées ben, seront éventuellement plus fréquemment positives. Mais, et ça c'est important, c'est qu'on va réduire néanmoins le risque des infections et des hospitalisations là-bas en priorité, puisque on a plus de 90%, il faudrait que je regarde les chiffres, hein, qui a reçu sa troisième dose également. Et donc oui, il y aura un effet décalé avec des infections, oui, il y aura un effet décalé avec des clusters. Ce qu'on espère, c'est les courbes que je vous ai montrées, hein, avec la troisième vague et la quatrième vague, où les maisons de repos n'ont plus amené des hospitalisations, c'est que celles-ci seront également sujettes à moins de risques d'hospitalisation. Mais je n'ai pas une boule de cristal ici. Les données qu'on n'a pas avec l'Omicron, c'est vraiment sur les risques d'hospitalisation, notamment chez les personnes fragiles. D'accord. Et toujours pour rester sur Omicron, donc clairement, les contaminations risquent d'augmenter avec ce variant Omicron. Est-ce que l'on peut en conclure, est-ce que l'on peut donc en dire que cela va également participer à la constitution d'une immunité collective, telle qu'on l'a recherchée ou telle qu'on en parlait en tout cas au début de la pandémie? Oui, il y a un slide sur lequel je suis assez passé rapidement et qui nous inquiète, c'est que si on prend du plasma, donc du sang de personnes qui ont été infectées par le virus, mais par différents variants, le variant britannique, le variant sud-africain, le variant brésilien, et qu'on met ce plasma en contact, donc qui contient des anticorps qui ont été produits, et qu'on le met en contact avec le virus Omicron, ce plasma ne prévient plus l'entrée du virus Omicron dans les cellules. Donc, dit autrement, la problématique de l'Omicron, c'est qu'il réaffecte les personnes déjà affectées par le passé. Et donc, parler de nouveau d'une immunité collective avec Omicron, on peut avoir une immunité induite par l'Omicron, mais on repart un peu à zéro chez des personnes qui ont déjà été affectées par le passé, sauf si elles sont vaccinées. Et on a montré que celles qui ont été affectées plus vaccinées ont beaucoup moins de risques de redévelopper des formes d'infection ou des formes sévères avec l'Omicron. Et donc, oui, l'Omicron va certainement entraîner une immunité, comme l'a fait ceux qui ont été immunisés via une infection par le variant britannique, et puis le variant sud-africain, et le variant indien, donc le variant Delta. Mais dans 6 mois, après l'Omicron, ce sera peut-être un autre variant qui aura un impact différent. Donc, de nouveau, il faut apprendre de l'histoire et ne pas tirer des conclusions comme certains ont voulu le faire au mois de décembre l'année passée en disant bah, il suffira de vacciner 80% de la population, le virus va disparaître. Non, on n'en est pas dans cette situation. D'accord. Alors ici une question donc en rapport avec la vaccination des enfants. Nous sommes toujours dans la phase test pour les vaccins. Pourquoi vacciner les 5-11 ans? Je vous l'ai dit, les 5-11 ans, on a des modèles qui ont montré qu'une grande partie de la circulation du virus vient des enfants de 5-11 ans et que réduire même en partie la transmission permet de réduire la circulation des virus. Et on a des modèles qui ont montré que si on avait vacciné plus de 80% des 5-11 ans au mois d'août, on n'aurait pas eu la quatrième vague. Et à l'inverse, que si on vaccine maintenant les 5-11 ans, on peut réduire un risque de cinquième vague indépendamment du variant Omicron. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne vaccine pas les enfants pour protéger les adultes. C'est exact, à moitié. Pourquoi? Parce que d'un point de vue pratique, ne pas protéger la société, c'est aussi entraîner des fermetures d'écoles, c'est aussi entraîner des confinements. Et on sait que ce que les enfants, je dirais chez moins de 18 ans, pour être plus large, souffrent le plus aujourd'hui, c'est de maladies mentales, c'est du manque de contacts sociaux. Et donc ça, il faut le prendre aussi de façon globale. Ce n'est pas juste se poser la question de l'injection pour prévenir la maladie chez eux, puisqu'on sait qu'ils souffrent très peu de formes et de formes sévères. On est à 0,6% d'hospitalisation, 0,06% de soins intensifs, et la mortalité en Belgique, chez les 5-11 ans, on n'a pas eu de décès. Donc ça, ce sont des chiffres. Aux États-Unis, on avait une mortalité plus importante chez les 5-11 ans. On a vacciné plus de 5 millions d'enfants chez les 5-11 ans en Belgique. Aux États-Unis, en Belgique, ça représente 930 000 enfants.
On a vacciné aux États-Unis déjà plus de 5 fois, 6 fois la population belge qu'on voudrait vacciner. On a les analyses d'effets indésirables, il n'y en a pas. Ils ont réduit la mortalité. Ils avaient 66 décès chez les 5-11 ans aux États-Unis. Ils ont réduit les hospitalisations et la mortalité. Donc, il y a un risque individuel qui va être réduit avec la vaccination. Et il y a un risque certainement au niveau de la population. Et l'erreur, là aussi, à ne pas commettre de langage pour ne pas stigmatiser stupidement, c'est de dire, bon, on va vacciner les enfants pour protéger ceux qui n'ont pas voulu être vaccinés chez les adultes. Ça, de nouveau, ça n'a pas de sens de stigmatiser ceux qui n'ont pas été vaccinés chez les adultes. Pourquoi? Parce qu'avec le variant Omicron et le Delta, même une personne qui a été vaccinée peut quand même développer une maladie, une forme sévère, mais de façon moindre. Mais donc, ça veut dire que ce n'est pas uniquement les non-vaccinés qui seraient aussi un peu plus protégés si on vaccine les enfants, c'est toute la population de façon globale, a fortiori les non-vaccinés, mais également les personnes vaccinées. Et donc, c'est ça tout le débat. Les risques d'événements indésirables des myocardites n'ont pas été démontrés chez les moins de 11 ans, c'est principalement chez les 16-24 ans et qui n'a rien à voir avec des thromboses. Et enfin, et là c'est un peu étonnant, c'est que vous savez qu'en pédiatrie, on vaccine beaucoup plus des enfants pour des maladies qui entraînent moins de formes de maladies que le Covid. Ça, on l'oublie. Le vaccin obligatoire, c'est la polio. Si vous trouvez une polio en Europe, vous pouvez vous lever tôt. Le tétanos, si vous trouvez un enfant qui développe une maladie tétanique, vous pouvez vous lever tôt. Le rotavirus le vaccin entraîne beaucoup plus d'effets secondaires que le Covid. On réduit les hospitalisations, mais il n'y a pas de décès au rotavirus en Belgique. Et donc, il y a pas mal de vaccins aujourd'hui en pédiatrie qu'on utilise qui n'ont pas une efficacité sur des formes qui n'existent même plus de la maladie, même en Europe ou en Belgique. Et donc, voilà, ça, ce sont toutes des questions aussi qu'il faut mettre dans la balance. Ce qu'on craint, et c'est ce qui commence à arriver, et à titre personnel, j'ai un avis relativement tranché sur les 5-11 ans, mais la crainte, c'est que on ait une méfiance liée à la vaccination chez les enfants qui se traduise aussi pour les autres vaccins. C'est ce qui se passe à Bruxelles des 12-18 ans. Et donc, on constate qu'à Bruxelles, là où on a difficulté de vacciner, il y a une méfiance de la vaccination générale qui fait qu'il y a beaucoup moins de jeunes filles et de garçons qui se font vacciner avec les vaccins HPV, les vaccins papillomavirus, qui sont très efficaces. Et donc là aussi, il faut prendre ça en compte. Et donc, c'est beaucoup plus complexe que de dire je ne veux pas me faire vacciner ou je veux me faire vacciner. Et quand je disais que moi j'ai un avis tranché, mon avis, c'est qu'il faut certainement ne pas donner la priorité aux 5-11 ans maintenant. La priorité, c'est les primo-vaccinations chez les plus de 18 ans, c'est la vaccination chez les personnes à risque et la troisième dose face au variant Omicron. Et dans les 5-11 ans, un peu comme on l'a fait chez les 12-15 ans, identifier à titre individuel ceux qui, en accord avec leur médecin, sont les plus à risque de développer la maladie. Et ça, je pense qu'on peut avoir une certaine cohérence par rapport à ça, mais ne pas matraquer les parents. Faites vacciner votre enfant de 5-11 ans parce que ça ne va pas avoir l'effet escompté. D'accord. Alors la question suivante, je vais surtout m'attarder sur la deuxième partie qui est la plus significative. Jusqu'où allons-nous devoir rebooster par des rappels de vaccination? Cela freine l'envie de continuer la vaccination chez certains professionnels. Que peut-on leur répondre? Mais qui ne se sont jamais posé la question pour la grippe. Qui s'est déjà posé la question pour la grippe, combien il a eu de vaccins contre la grippe? Même moi, je ne sais pas compter. Hein. Je ne me rappelle plus quand j'ai eu ma première injection pour la grippe, puisque en tant que professionnel de la santé, j'ai été vacciné, même si je n'ai pas encore 65 ans ou 50 ans, chaque année depuis maintenant je ne sais combien de temps. Je ne me suis jamais posé la question combien de fois j'allais devoir me faire réinjecter. Je peux vous assurer que pour une maladie avec l'impact sociétal que ça a aujourd'hui, si la question est de se faire vacciner tous les ans, moi je signe à demain. Hein. Je pense que personne ne se dira oui, mais je vais encore devoir me faire vacciner. On ne se pose pas la question pour la grippe. Donc, je crois que c'est important aussi d'imaginer que c'est le même concept. S'il faut faire vacciner en septembre pour éviter une vague octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ben, je pense qu'il faut signer un demain. Et c'est vrai que ça entraîne des effets indésirables. C'est vrai qu'on n'est pas bien forcément pendant les 24, 48 heures. Là aussi, hein, entre ceux qui aujourd'hui ne savent pas se faire opérer parce qu'ils ont un cancer et que les soins intensifs ne savent pas les recevoir, on les oublie, tous ceux-là, bien évidemment. Vous savez, moi, j'ai enterré mon oncle il y a 2 jours du Covid. Ma tante qui devait se faire opérer, sa femme du cancer, a son opération reportée sine die. C'est pas gai, hein, je peux vous assurer que voilà, vous êtes dans une situation où, si je peux vous assurer que si une injection par an règle en partie le problème, notamment, surtout, pas uniquement des personnes à risque de Covid, mais de ne pas arriver à des reports d'hospitalisation. Vous savez, la vague, le tsunami des soins de santé, il n'est pas derrière nous, hein, il est devant nous. Hein.
c'est tous ceux qu'on n'a pas diagnostiqués pour toute une série de cancers, qu'on n'a pas traités, qu'on ne sait plus traiter dans des délais courts, qui va saturer en plus les hôpitaux. Tous les hôpitaux où on a un absentéisme dans les professionnels de la santé, à juste titre, pour fatigue, burn-out, démission, qui augmente de façon très significative. Si on n'arrive pas à l'endiguer, on va avant tout vers un système de santé de première ligne qui va collapser, et c'est déjà le cas actuellement. Et donc, entendre dire, et je comprends l'argument, oui, mais est-ce qu'on devra encore avoir une quatrième, une cinquième dose? So what, quoi? Moi, ça ne me dérange pas si c'est une vaccination justifiée, annuelle, et qui permet de maintenir le système à flot. D'accord. Maintenant, une question, je pense, qui s'adresse plus à votre opinion, à votre avis. Comment expliquez-vous qu'il y ait des anti-vax parmi le personnel médical, médecins, infirmières, etc. Je pense que j'ai beaucoup je ne dirais pas d'empathie, mais j'ai beaucoup de compréhension, quelle que soit la personne qui refuse la vaccination. C'est-à-dire, quand je dis compréhension, c'est pas que je comprends et que je suis d'accord avec eux, mais j'essaye d'écouter. J'ai beaucoup moins d'empathie pour ceux qui amènent le doute dans la vaccination chez d'autres personnes. Et des pseudo-immunologues, des pseudo-spécialistes, des pseudo-professeurs qui sont professeurs d'informatique qui disent pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se faire vacciner, ça me pose un problème. Donc moi, j'essaye d'être objectif, de donner. Et donc, je discute tous les samedis, moi je travaille encore au contact des patients. Tous les samedis, j'essaye, chez les personnes qui ne sont pas vaccinées, de discuter avec elles, non pas de les convaincre, mais de les informer. Et donc, je pense qu'il faut éviter de confondre un anti-vax avec des personnes qui sont dans le doute, des personnes qui ont peur, des personnes qui ont vu des effets indésirables. Et ce doute est souvent entretenu de façon assez savamment par certaines personnes sur base d'arguments qui ne sont pas forcément les plus objectifs. Donc ça me pose un problème. Par contre, on a en fait réellement, je pense, entre 3 et 5% d'anti-vax. Ça veut dire 3 et 5 personnes qui, quoi qu'il arrive, ne seront jamais vaccinées. Je pense que la discussion avec eux n'apporte pas un changement d'avis. Par contre, je pense que dans les 5 à 10% qui sont encore dans le doute, je pense qu'il y a un intérêt d'expliquer. Alors, il y a 3 arguments ou 2 arguments qui reviennent et qui tombent à l'eau avec le temps. C'est dire on n'a pas assez de recul sur le vaccin. On n'a jamais vacciné autant avec ce vaccin-ci. On n'a jamais eu autant de recul sur les effets indésirables avec ces vaccins-ci. On n'a jamais eu autant de vaccins aussi efficaces que ces vaccins-ci. Donc, avec le temps, cet argument tombe forcément. Je comprends, en janvier et février, personne ne voulait d'un vaccin ARN. Puis quand on unit le vaccin adénovirus, tout le monde voulait revenir avec des vaccins ARN parce qu'ils avaient des effets indésirables. Donc il faut que la population se rende compte de l'intérêt. Deuxième argument, c'est que ce sont des vaccins expérimentaux. Il n'y a rien de plus con comme argument, en fait, puisqu'ils ne sont plus expérimentaux sur le principe, puisqu'ils ont été utilisés chez plus de 50% de la population mondiale. Et donc, ça veut dire qu'on n'a jamais eu ça avec d'autres médicaments par le passé. Et troisième argument, c'est vrai, c'est les effets indésirables, ça a été mentionné, c'est la première cause d'hésitation vaccinale. Et là, il faut remettre l'église au milieu du village. Je vous l'ai dit, oui, il y a des effets indésirables, ça il ne faut pas le nier, mais pour les effets indésirables très rares, comme on a parlé d'AVC, de thrombose avec thrombocytopénie, on n'utilise plus ces vaccins-là. Les autres effets indésirables qui pourraient être générés sont moins importants, quel que soit le vaccin, que de prendre sa voiture tous les jours et de faire un accident de voiture mortel. Les mêmes personnes prennent la voiture tous les jours. Donc je crois que le risque de l'effet indésirable ne doit pas masquer le bénéfice. Et donc les antivax, je ne l'explique pas, c'est pour des raisons parfois philosophiques. Et j'ai dit sur un plateau de télé, ça a fait sourire, mais c'est la vérité, pour ceux qui travaillent dans le domaine des soins le savent, celui qui ne veut pas se faire vacciner en raison de complots avec l'industrie pharmaceutique. Les vaccins coûtent moins de 25 € la dose. Moins de 25 € la dose. Alors forcément, comme on vaccine beaucoup, ça rapporte beaucoup avec l'industrie pharmaceutique. Si vous êtes hospitalisé, en termes de traitement médicamenteux, avec les médicaments qu'on va utiliser aujourd'hui, les anticorps monoclonaux, les anticoagulants, c'est de l'ordre de juste le traitement médicamenteux, de l'ordre de entre 2 000 et 4 000 € pour ces anticorps monoclonaux sur le traitement. Donc on va rapporter beaucoup plus à l'industrie pharmaceutique en ne se faisant pas vacciner et en étant hospitalisé qu'en se faisant vacciner. Donc là, je crois aussi que c'est important. Il faut essayer d'éviter de penser qu'on vaccine pour l'industrie pharmaceutique. Si on veut garantir que l'industrie pharmaceutique sera beaucoup plus riche, ne vaccinez pas. Ça, c'est une évidence. D'accord. Alors, justement, à propos de non-vaccination, l'ivermectine, est-ce un traitement miracle contre la Covid-19 ou un mirage thérapeutique?
Mais d'abord, il n'y a pas de traitement miracle contre le Covid-19. Et quel est l'intérêt d'un gouvernement de refuser un traitement qui marcherait? Vous avez vu, la Wallonie et la Belgique sont endettées comme jamais en raison du Covid. Quel gouvernement aura intérêt, qu'on me l'explique, à ne pas utiliser un traitement qui viendrait faire que la maladie disparaisse? C'est d'autant plus le cas qu'il n'y a pas un seul pays dans le monde où ça se passe aujourd'hui. Il n'y a pas un seul pays où le Covid n'existe pas, où on a donné un traitement qui fonctionnait et qui réglait le problème. Donc là aussi, le mirage est avant tout un mirage déjà de réflexion. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Deuxième commentaire, c'est qu'on le fait aujourd'hui la première base des traitements en milieu hospitalisé coûte beaucoup moins cher que l'ivermectine. C'est la dexaméthasone, c'est moins d'€2 pour 10 jours de traitement et il n'y a pas de firme pharmaceutique impliquée. Donc ça veut dire que quand on doit utiliser des produits qui n'impliquent pas l'industrie pharmaceutique et qui sont les moins chers et qui ont montré une efficacité, on le fait. C'est ce qu'on fait tous les jours en milieu hospitalisé avec la dexaméthasone. Avec le Clexane qu'on traite comme anticoagulant, 10 injections, ça coûte 50 €. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un traitement à la limite à plus large échelle avec l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine. Et donc, ça, c'est un argument qui n'a pas lieu. Ce qu'on a démontré avec l'ivermectine, c'est que c'est vrai que dans les populations qui souffrent de parasitose, de parasites, et c'est là qu'on utilise l'ivermectine pour réduire notamment un certain nombre de parasites, c'est que le fait de traiter avec l'ivermectine améliore la qualité globale des gens au niveau de leurs parasites et donc réduit la mortalité, mais pas dans nos pays. Donc ça veut dire qu'on meurt moins du Covid parce qu'on est prévenu éventuellement des parasites en traitement d'ivermectine dans les pays où on a pas mal de parasitose, mais ce n'est pas le cas au niveau européen. Et donc ce n'est pas pour rien que l'OMS, que l'Agence européenne du médicament, que des analyses indépendantes ont montré que l'intérêt de l'ivermectine était plus que limité chez nous. Alors il y a eu aussi la colchicine qui a été mise sur la table, il y a aussi l'aspirine, toutes celles-là n'ont pas montré une efficacité majeure. Et donc là, je pense qu'il faut rester aussi cohérent dans les raisons pour lesquelles on ne les recommande pas. Et moi, je n'ai aucun problème. Si quelqu'un d'entre vous me dit je veux utiliser de l'ivermectine, bah, allez-y. Hein, vous savez, moi, moi, ça ne me pose aucun problème. Je ne pense pas que ça va régler le problème de santé publique du Covid. Ceux qui le pensent sont soit des imbéciles finis, soit des malhonnêtes. Et généralement, c'est les deux. D'accord, c'est tranché comme réponse. Alors, une question ici à propos du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Sa directrice, Andrea Hamon, annonçait hier que la vaccination seule ne suffirait pas contre le variant Omicron. Et que faudrait-il attendre d'autre comme mesure? Ben, c'est ce qu'on a proposé. C'est ça que je pense qu'au mois de septembre, on a été trop léger dans certaines parties du monde et notamment du pays en pensant que la vaccination allait régler la totalité de la problématique. Sur le variant Delta, qui était déjà hyper contagieux, y compris transmissible chez les personnes vaccinées, même s'il est moins transmissible. Et donc, on a laissé tomber trop vite un certain nombre de réflexes. Je pense que le CST a aidé, mais le CST aurait dû être un CST avec masque, par exemple. Ça veut dire que si vous allez au cinéma, bah, vous avez un CST, mais gardez quand même votre masque. Et je pense qu'il faudra maintenir des gestes de protection de type physique, barrière, comme les masques, plus longtemps. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je pense qu'on sous-estime l'importance de la ventilation en période hivernale. Et on commence à investir tardivement, on aurait dû le faire beaucoup plus tôt, dès septembre, dans les entités fédérées en Fédération Wallonie-Bruxelles, ailleurs, avec les détecteurs de CO2 dans l'ensemble des classes, pour justifier de maintenir aussi une ventilation suffisante. L'ORECA a été un bon élève dans ce cadre-là, c'est comme ça d'ailleurs qu'il reste ouvert. Et donc je pense qu'il va falloir réinvestir de façon différente pour des mesures un peu plus structurelles, d'aération, le maintien des masques, à plus long terme. L'erreur serait de penser il suffit d'investir dans les soins intensifs, augmenter le nombre de lits pour régler le problème. On a montré que ce n'est pas le cas parce que le problème est avant tout un problème humain. C'est qu'on a réduit le nombre la Belgique, je pense, est dans le top 3 des pays européens avec le nombre de lits en soins intensifs, juste après l'Allemagne. Et vous voyez que l'Allemagne ne s'en sort pas mieux ici.
Et donc, du coup, mon commentaire, c'est de réinvestir dans l'humain, réinvestir dans le personnel de première ligne, réinvestir dans quand je dis personnel de première ligne, c'est de façon générale, ce n'est pas normal de ne plus disposer de médecine générale qui est suffisamment disponible et accessible en raison de leur travail bureaucratique, d'infirmières qui soient motivées par continuer à travailler. Donc, il y a un travail de fond à faire. Et donc, c'est pour ça que le vaccin ne va pas comme un coup de baguette magique, encore moins que l'ivermectine, encore plus que l'ivermectine, mais moins que ce qu'on pensait, régler le problème aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut apprendre de l'histoire et ne pas refaire comme à 7 ans, que les personnes se vacciner pensent que l'ensemble des problèmes soient réglés et que les gestes barrières soient complètement laissés tomber et venir quand même avec des aérations dans les classes plus tous les débats du port du masque chez les enfants qui m'échappent un petit peu. Donc là, c'est un peu, quand je dis ça m'échappe, je n'en suis pas un spécialiste, mais il faudra certainement avoir des réflexions à des moments cruciaux. Les moments cruciaux pour moi, c'est fin septembre, fin janvier. Ça veut dire pour le mois de février, mars, avril et pour le mois de octobre, novembre, décembre. Et on voit bien que l'histoire nous montre aussi qu'à partir du mois de mai, là où on est beaucoup plus à l'extérieur, on ouvre plus les fenêtres et on garde quand même un minimum de gestes barrières, c'est beaucoup plus accessible de pouvoir revivre un peu plus normalement. D'accord. Ici une question, mais je pense que globalement on y a déjà répondu avec des éléments dans les réponses que vous avez déjà fournies par ailleurs. Pourquoi est-il nécessaire de vacciner les moins de 65 ans avec une dose de booster si les plus de 65 ans sont bien vaccinés? Parce qu'en fait, ça revient aussi aux commentaires de il n'y a qu'à vacciner les personnes à risque. Et on constate maintenant avec le vaccin, avec le variant Delta, que toute personne est à risque, les risques sont différents et les données de réduction d'hospitalisation et de formes sévères en Israël, c'est surtout chez les plus de 50 ans. Donc ça veut dire qu'on est descendu de 65 à 50 ans. Donc on a un taux d'hospitalisation assez élevé dans les 50-65 ans. Et en fait, si on regarde même de façon générale, avec le variant Delta, les 45-65 ans sont énormément à risque également. Et donc je pense que si on devait déterminer un âge, un peu plus critique serait 40 ans. Au-delà de 40 ans, je crois qu'il faut 100% de la vaccination. En dessous de 40 ans, c'est vrai que les risques sont certainement moindres, pour autant que vous n'ayez pas des facteurs de risque immunodéprimés, obèses, diabétiques. Et donc, je pense que les 65 ans ne vont pas régler le problème des 50-65 ans qui sont très à risque aussi. Donc, si on devait quelque part mettre un âge un peu plus cut-off, c'est vraiment 40 ans où on pourrait, chez les personnes qui ne sont pas en dessous de moins de 40 ans, chez les personnes qui n'ont pas de facteur de risque, estimer que la proportion doit être un peu moindre, mais c'est très très difficile à dire. Vous savez, quand vous parlez aux gens qui sont hospitalisés et qui travaillent dans les soins intensifs, c'est pas rare les personnes de 35-37 ans qui décèdent, hein. Donc chaque vie compte, hein. Clairement. Alors la question suivante est également une question qui a déjà été abordée, je vous la pose quand même. Peut-être avez-vous un complément à apporter. A-t-on une idée de la stratégie vaccinale à venir? Va-t-on faire une 4e dose, une 5e dose? À quelle fréquence? Donc la 4e dose est déjà proposée aux États-Unis pour les personnes immunodéprimées parce que les 3 premières doses sont le schéma de base et en fait la 4e dose est le booster. Donc chez les personnes immunodéprimées, je pense qu'on va y arriver. En ce qui concerne une 4e dose potentielle de la population générale, je pense que là, vraiment, avec le variant Omicron, il faudra se poser la question, un peu comme pour la grippe chaque année, est-ce qu'il faudra vacciner avec une 4e dose, avec le vaccin actuel ou avec un vaccin adapté? Et là, les firmes travaillent sur un vaccin adapté pour l'Omicron, comme ils avaient fait sur le variant Delta, mais ils ont constaté qu'avec le variant Delta, ce n'était pas nécessaire, qu'une 3e dose du vaccin initial, le même, était efficace contre le variant Delta. Pour l'Omicron, on fait le même travail. Peut-être qu'on gardera le même vaccin. Si c'est le cas, moi, je n'exclus pas, quoi qu'il se passe, de revacciner au mois de septembre. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'il n'est pas interdit de penser qu'avec le variant Omicron, on ait de nouveau pendant quelques mois des infections supplémentaires avec des hospitalisations qui vont varier suivant les infections et qu'on peut reperdre de l'efficacité du vaccin dans le temps. Je vous rappelle qu'on vaccine contre la grippe chaque année, pas parce qu'on change de souche, hein. On change aussi de souche, mais pas uniquement. On garde toujours d'ailleurs la vaccination H1N1, mais parce que le vaccin perd de l'efficacité dans le temps, après 9, 10, 11, 12 mois. Et donc, il y aura peut-être un intérêt de revacciner avec une 4e dose au mois de septembre. Toute chose restant égale, hein. Après Omicron, il va peut-être y avoir autre chose. Et c'est pour ça que moi, je n'exclus pas une vaccination annuelle.
un peu comme la grippe. Ce qui exclut, c'est de dire on fera en même temps la vaccination dans le même vaccin, la grippe et le Delta, et le vaccin à Covid, puisque aujourd'hui, la saisonnalité n'est pas la même. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être un intérêt d'être vacciné avec une dose au mois de, je vous l'ai dit, au mois de septembre, alors que la grippe, généralement, c'est octobre-novembre, on décale très légèrement. Donc, c'est deux maladies tout à fait différentes. D'accord. Alors, la question suivante, pensez-vous qu'il soit judicieux de disposer d'autotests en MRS? C'est dans la question originale, mais on peut étendre la MRS à toutes les institutions accueillant des personnes en résidentiel ou non. Je pense que les autotests sont intéressants pour exclure des cas, pour définir des cas positifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes un positif, vous êtes un vrai positif. Par contre, où c'est beaucoup plus tendancieux, c'est quand on est négatif. Quand on est négatif, on sait qu'on peut être négatif pour deux raisons. Et la première raison, c'est la même que pour la PCR, c'est quand le prélèvement nasal n'est pas bien fait. Moi, je fais beaucoup de tests nasaux. Moi, si je veux, chez n'importe qui, même qui est positif, qui soit négatif, je peux vous assurer que je fais le prélèvement pour qu'il soit négatif. Pas très compliqué, il suffit de ne pas faire un prélèvement suffisamment profond. Donc, je crois que la qualité du prélèvement est importante. Donc, si on les utilise, il faut d'abord bien les utiliser. Deuxièmement, je vous l'ai dit, ils ont une sensibilité de l'ordre de 80-85%. Donc, ça veut dire que si vous êtes positif, vous êtes un vrai positif. Si vous êtes négatif, vous avez peut-être quand même 10-15% qui seront quand même positifs. Et donc, je pense que ça vaut la peine vraiment chez une personne qui a des symptômes, chez une personne qui a été en contact avec une personne à risque, d'avoir ces autotests et les réaliser. Et s'ils sont positifs, pour directement isoler la personne. Donc, je dirais que ça ne fait pas de tort, mais il faut bien faire que la PCR, c'est le même prélèvement, hein, donc ça veut dire que la PCR ne sera pas plus sensible si le prélèvement est mal fait. La PCR est un peu plus sensible à qualité de prélèvement équivalent, mais donc ce qui compte, c'est la qualité du prélèvement, et donc ceux qui veulent faire des autotests, j'invite bien évidemment, notamment pour les visiteurs, ou pour avant tout avoir une qualité de prélèvement, et que les autotests sont quand même de qualité. Après, une fois que le prélèvement est bien fait, l'autotest c'est de qualité. D'accord. Alors, une question suivante à propos des enfants. Sait-on aujourd'hui pourquoi les enfants ne développent pas la maladie? Je suppose les formes les plus graves de la maladie, en général. C'est une excellente question. C'est qu'on a constaté que la maladie, la réponse inflammatoire, parce que la maladie, ce n'est pas le virus. La maladie, c'est la réponse inflammatoire pulmonaire et prothrombotique. On meurt en fait d'une insuffisance respiratoire en raison d'une inflammation et de thromboses qui sont associées. Et donc, on sait que ce risque inflammatoire est plus important chez les personnes qui ont des facteurs de risque, à commencer par l'âge. Puisque l'âge entraîne une moins bonne réponse immunitaire, entraîne une réponse inflammatoire généralement plus importante. Et également d'autres facteurs de risque. Le deuxième, c'est l'obésité, puisqu'on sait aussi que le virus se traduit par une réplication et un impact avec les cellules graisseuses qui font qu'il y a une réponse inflammatoire encore plus marquée. Et par ailleurs, ce sont généralement des personnes qui sont plus souvent essoufflées. Et donc, plus que l'âge uniquement, c'est l'âge et des facteurs de risque qui sont importants. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit qu'aux États-Unis, chez les 5-11 ans, on a un taux de mortalité aussi plus élevé, parce qu'on sait que notamment dans la population de type sud-américaine, mexicaine, d'origine latino, ils ont plus de risques, sont souvent un peu plus obèses, un peu plus immunodéprimés. Et donc, ça varie d'une population à l'autre. On sait qu'en Afrique, il y a moins de formes graves, mais là aussi, on n'explique pas vraiment. On sait qu'ils vivent moins vieux aussi hein, sur le continent africain. Donc, par définition, on a moins de possibilités d'avoir des personnes de plus de 85 ans qui sont infectées. Et donc, l'analyse même épidémiologique de la maladie est importante, mais c'est vrai que l'âge est le premier critère de risque. Et donc, les 5-11 ans, je vous ai dit, 0,6% d'hospitalisation, plus par crainte hein, que les hospitalisations chez nous, 0,06% de soins intensifs, et vous divisez encore par 10 pour la mortalité. Donc, il y a très, très peu de risque de décès. D'accord. Alors, toujours une question qui concerne les enfants et qui est plutôt technique, celle-ci. Chez les enfants, faut-il contrôler l'absence d'immunoglobulines avant la première dose afin d'éviter de donner la deuxième dose si les anticorps sont déjà positifs afin d'éviter les risques de péricardite, myocardite, etc. C'est une proposition qui avait été faite apparemment par le professeur Robert lors du séminaire sur la vaccination Covid des enfants
organisé par la Société d'infectiologie française. Mais c'est une réflexion qui a eu lieu dans pas mal de pays, Israël aussi, de se poser tout simplement la question, est-ce qu'une seule dose ne serait pas nécessaire chez les enfants, sachant que les myocardites apparaissent après la deuxième dose. Alors, deux commentaires par rapport à ça. Un, les myocardites sont juste des inflammations du myocarde chez des enfants qui sont hospitalisés pour le diagnostic, mais il n'y a pas de décès lié au myocardite. Deuxièmement, la myocardite existe indépendamment de la vaccination et le risque de myocardite est plus élevé avec le Covid qu'avec la vaccination. Donc, même un enfant qui, de 18 à 24 ans, un jeune de 18 à 24 ans qui n'est pas vacciné, a plus de risque de faire une myocardite que s'il est vacciné. Donc ça, c'est quand même important à dire aussi. Et donc, dit autrement, paradoxalement, la vaccination prévient la myocardite. La vaccination prévient le risque de myocardite, puisqu'il prévient le Covid. Et ça a été démontré aussi dans pas mal d'études. Est-ce qu'on sait doublement prévenir ce risque en ne faisant qu'une dose d'un vaccin et pas la deuxième? Le risque de myocardite est plus élevé après la deuxième dose, principalement chez les garçons, 90% chez les garçons, et principalement avec le vaccin Moderna, chez les moins de 30 ans. Et on vient de limiter cette situation de façon plus efficace, notamment en France et dans des pays nordiques et la Belgique, c'est qu'on ne vaccine plus chez les moins de 30 ans qu'avec du vaccin Pfizer. Et là, le risque de myocardite est de l'ordre de moins d'un cas tous les 10 000 enfants. Et donc, et uniquement chez principalement les 16-24 ans, donc ça veut dire les jeunes également. Donc les 5-11 ans, aux États-Unis, 5 millions de doses administrées, 1 million de doses en deuxième dose, on a eu moins de 10 cas de myocardite. Donc ça veut dire 1 tous les 100 000, parce qu'on sait que les 5-11 ans n'ont pas de myocardite. Et donc j'en reviens à mon concept de balance bénéfice-risque. Il faudrait démontrer que la deuxième dose ne serait pas réalisée avec un test sérologique, réduirait plus le risque de myocardite que la deuxième dose du vaccin réduirait le risque de myocardite associé au Covid-19. Et ça n'a pas encore été démontré. Donc ça reste des réflexes théoriques intéressants, mais moi qui suis assez cartésien, assez pragmatique, les données que j'ai ne justifient pas qu'on réduira plus le risque que d'avoir une deuxième dose de vaccination chez des enfants qui sont très peu à risque, notamment les 5-11 ans. D'accord. Alors, question suivante. Ne serait-il pas judicieux de toujours remettre en perspective l'intérêt que seule une approche intégrant plusieurs stratégies de réaction n'a de sens? On entend par là les gestes barrières, la vaccination, le testing, et que chaque mesure isolément a ses propres faiblesses. On a souvent tendance à segmenter les discussions sur les mesures et la nature humaine à cette propension innée à sélectionner celle qui va l'intéresser et lui procure le moins d'inconvénients. Ah ben, ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, en tout cas, vous pouvez faire plus de 300 interviews, moi, cette année. Je n'ai jamais dit que le vaccin, à la différence d'hommes politiques, serait la solution à tous les problèmes, hein. Ça, c'est des hommes politiques qui disent ça. Que la vaccination, on aura une vie comme avant. J'ai même entendu un président de parti dire que la vaccination obligatoire va régler tous les problèmes. Bon, hein, voilà, je pense que ces discours ne doivent plus avoir lieu, ce qui sont avant tout des discours politiques. Je pense que scientifiquement, les gens qui essayent d'être raisonnés constatent et apprennent que la vaccination n'est pas la solution totale. La vaccination est la solution optimale, mais pas seule. Optimale par rapport aux autres méthodes. Si vous n'avez pas la vaccination pour le variant Delta, ça sert à rien de mettre des masques, hein, ce sera trop tard. Ça veut dire qu'on aurait tout confiné. Vous pourrez mettre un masque chez vous tout seul. Donc certainement, dans l'ordre, la vaccination est importante. Et puis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, associée à des gestes barrières, mais également des mesures structurelles. Et ça, il faut du temps pour les mettre en place. Et c'est ça toute la difficulté, comme ça a été justement dit par la personne qui a posé la question. On est plus en envie de dire, ben moi, je vais un peu faire mes courses. Soit je suis vacciné, donc je ne fais plus ça. Et donc, comme je suis vacciné, ben moi, je ne vois pas pourquoi je ne verrai que 4 personnes chez moi, ben je vais voir tout le monde. Et donc, c'est vrai que c'est une difficulté aujourd'hui de faire comprendre qu'il faudra maintenir des gestes barrières et des mesures structurelles dans le temps, tant qu'on n'arrive pas à avoir un équilibre un peu plus efficace que ce qu'on a, parce qu'à chaque fois qu'on relâche, on a un impact non négligeable. Je pense qu'il faut garder en priorité de garder tout ouvert, de garder l'ORECA ouvert, de garder les écoles ouvertes. L'impact des fermetures des écoles est bien plus grave en termes de santé publique, bien plus grave
que de porter un masque. Et donc, je crois que c'est majeur de garder comme objectif de rester ouvert au niveau des écoles, au niveau de l'ORECA, au niveau des commerces, au niveau de la vie sociale, avec bien évidemment un système de soins de santé qui ne soit pas affecté plus qu'il ne l'est maintenant. Et c'est ça toute la difficulté, c'est que quand on diminue une jauge, on constate que l'autre jauge augmente. Les systèmes de soins de santé ne tiennent plus aussi en première ligne parce qu'on a réduit dans certains secteurs ces gestes barrières. Moi, je n'ai pas compris pourquoi on a arrêté de porter des masques quand on allait au cinéma ou quand on allait éventuellement dans certains endroits qui n'étaient pas la situation la plus contraignante. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas imposé, financé, quand on voit les coûts que ça a, obligatoirement dans les écoles dès septembre, quand on n'avait pas encore de quatrième vague, les détecteurs de CO2. Pourquoi est-ce que... Donc voilà, il faut absolument apprendre et je suis tout à fait d'accord qu'il faut arrêter de dire que la vaccination sera la solution qui va régler tous les problèmes. La seule chose que ça crée encore plus d'hésitation vaccinale. Ça veut dire que les gens se disent, bah, comme ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de se faire vacciner. Or, ce n'est pas vrai. D'accord. Nous abordons les deux dernières questions ici des séries qui ont été publiées, qui ont été posées. Si le virus circulera toujours, même si tout le monde est vacciné, à quoi bon vacciner les personnes plus jeunes? Je pense qu'on a aussi déjà donné des éléments de réponse à cette question dans les réponses précédentes. Mais je pense que, et là je l'ai dit, c'est très important d'éviter de tomber dans la caricature du blanc ou du noir. Il n'y a pas un plus jeune qui est moins à risque de mourir aujourd'hui. Il n'y a pas un plus jeune qui est moins à risque d'être hospitalisé. Aller dans les soins intensifs. J'ai plusieurs de mes collègues, moi je suis administrateur d'un grand hôpital, j'ai les chiffres des soins intensifs. Tous ces imbéciles qui disent il n'y a qu'à vacciner uniquement les personnes à risque. Une personne de 27 ans, de 37 ans qui vient de décéder il y a 2 jours dans l'hôpital où je suis administrateur n'était pas une personne à risque. Elle n'était pas vaccinée. Donc, à un moment ou l'autre, chaque vie avec la vaccination mérite d'être prévenue grâce à la vaccination et d'arrêter avec des solutions simples. Il n'y a qu'à vacciner des personnes à risque. On n'a plus vraiment identifié de personnes à risque. Deuxièmement, plus vous vaccinez des personnes, c'est une statistique relativement simple. Je vous ai dit, vous réduisez quand même le risque de transmission. Alors oui, c'est pas blanc ou noir, pas totalement, mais à chaque fois, vous allez avoir un impact sur la transmission. Ça plus les gestes barrières. Et donc, il n'y a pas une solution simple. Il suffit, comme on dirait comme pour la grippe, on va vacciner les plus de 65 ans, les plus de 60 ans, et puis le problème sera réglé. Je peux vous assurer que ceux qui pensent ça vont, si on devait l'imposer ici, on va se retrouver tout simplement, que ce soit en termes de pays, en termes de données, de l'inconsistance, l'impossibilité de le justifier. Et on va se retrouver, je vous le mets ma main coupée, dans des systèmes saturés en termes de santé, de soins intensifs, assez rapidement en fait, parce que même si les personnes meurent un peu moins si elles sont plus jeunes, elles sont hospitalisées pour certaines, elles sont en soins intensifs. Regardez les courbes, les pourcentages d'hospitalisation par groupe d'âge, les pourcentages de soins intensifs par groupe d'âge. Il n'y a pas une valeur cutoff où il y en a, où il y en a zéro. Et donc aujourd'hui, comme on a des vaccins disponibles pour tout le monde et comme on sait que c'est la mesure la plus efficace pour réduire les hospitalisations et les soins intensifs, la plus efficace, même plus que les traitements antiviraux, il faut l'utiliser à son maximum. Les antiviraux vont certainement encore réduire ces risques. Les traitements en milieu hospitalier sont une bonne chose et une mauvaise chose. Ils sont une bonne chose parce qu'ils réduisent le risque éventuellement de décès et de l'impact sur l'hospitalisation, mais vous restez quand même hospitalisé pendant des jours. Donc, ça ne réduit pas le risque de l'hospitalisation en tant que tel de façon aussi importante qu'on ne le voudrait. Et enfin, ce sont des traitements aussi qui sont très lourds, qui coûtent, qui sont chers. Hein. Les vaccins, le traitement molnupiravir, c'est de l'ordre de $700 aux États-Unis, hein. Et avec une efficacité qui est quand même un peu limitée. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, malheureusement, des solutions simples et simplistes, tant en termes de la vaccination, d'identifier qui vacciner automatiquement et pas des autres. Je pense qu'il faut vacciner tout le monde. Je vous ai dit les 5-11 ans, j'ai mentionné mes limites. Et je pense que pour le reste, il faut maintenir des gestes barrières au maximum et réinvestir dans les soins de santé de première ligne. D'accord. Eh bien, nous en arrivons à la dernière question de cette séance. Pourquoi les firmes pharmaceutiques ne se rendent-elles pas responsables lors des effets secondaires graves de leur vaccin? Et pourquoi font-elles dès lors signer une décharge? Une décharge à qui?
Une décharge, je suppose, ici ce n'est pas précisé dans la question, mais signer une décharge, je suppose, aux personnes qui achètent les vaccins en vue de les distribuer. Donc en fait, comment sont faits les achats des vaccins? Les achats des vaccins au niveau européen, c'est fait dans le cadre de co-développement, de cofinancement de la Commission européenne avec les firmes qui développent les vaccins. Je vais vous expliquer très simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous-même, vous devez co-développer, par exemple, un médicament avec une firme pharmaceutique et que vous investissez avec elle, ben, il est logique que votre investissement se retrouve soit dans les gains, soit dans les pertes. C'est-à-dire vous partagez les bénéfices et vous partagez les risques. Alors, partager les bénéfices, c'est quoi? C'est d'avoir des vaccins disponibles pour tout le monde, au prorata de la population, dans les pays européens. C'est ce qui s'est passé. Deuxième bénéfice, c'est d'avoir des vaccins qui sont au moindre coût. Je vous rappelle que le vaccin AstraZeneca, c'est moins cher qu'une bière. Le vaccin Pfizer, c'est de l'ordre de 20 euros. C'est ça qui a permis d'avoir des vaccins à ces coûts-là. Le corollaire, c'est que les risques sont partagés avec les États. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas d'effets indésirables qui mettent en avant des effets indésirables graves, ben, on peut, comme ça existe pour tous les médicaments, se retourner vers, au niveau des pays, vers des systèmes de défraiement. Donc ça existe, allez voir sur le site de l'Agence belge des médicaments et des produits de santé. Et si on constate que la firme pharmaceutique, comme c'est le cas également, a dissimulé ou a désinformé ou mal informé sur des risques, elle est responsable du suivi aussi de ces effets indésirables et elle peut être en procès. Alors, qu'est-ce qui serait passé si ce n'était pas... Donc, dit autrement, moi, je préfère avoir l'État vers qui me retourner pour demander des compensations d'effets indésirables que vers l'industrie pharmaceutique. Ça, je peux vous l'assurer. Hein. Parce que vous pouvez vous lever tôt pour avoir des procès, avoir des réponses, avoir au moins 10-15 ans avec l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est même pas forcément une mauvaise chose. Qu'est-ce qui serait passé si ce n'était pas le cas? Parce que c'est ça qui est important. Que fait l'industrie pharmaceutique pour provisionner notamment les procès? Ben, elle augmente les prix. Hein. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un vaccin à 20 euros, on aurait eu un vaccin à 60 euros. Qui paye les vaccins? C'est l'État. Si vous prenez 20 millions de vaccins à 40 euros de différence par vaccin, d'accord, ça vous fait à peu près 1 milliard de plus que l'État doit mettre pour payer des vaccins. Et ici, en gros, c'est une façon de dire que cet argent qui n'est pas payé auprès de l'industrie pharmaceutique est quand même pris en charge par l'État au cas où il y a des procès qui sont intentés dans le cadre d'événements indésirables. Donc globalement, là aussi, il faut éviter de voir qu'il y a du blanc ou du noir. La possibilité est aujourd'hui offerte grâce à ça d'avoir des vaccins moins chers, mais c'est aussi l'État, du coup, qui assure une partie, en cas d'événements indésirables, des risques. Et je ne vous cache pas que c'est le cas aussi pour d'autres médicaments. Hein. Il n'y a pas que les vaccins ici. Et il ne faut pas en voir le fait que la firme se dédouane de ses responsabilités, puisqu'elle elle-même peut être condamnée. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir se retourner vers quelqu'un en cas d'événement indésirable. Parfait. Eh bien, merci pour cette dernière réponse. On a épuisé ce très large réservoir de questions. Merci à vous, professeur. Merci. Christophe, peut-être un petit mot de la fin? Oui, il me reste à remercier le professeur Donnier pour ses explications et réponses complètes, claires, précises et sans tabou, vous l'aurez constaté. Je voudrais également remercier Jean-François pour avoir relayé très fidèlement les différentes questions, ainsi que tous les participants pour leur présence, leurs questions, leur attention. De ce webinaire, je ne peux que souhaiter à chacun un vaccin sous le sapin, avec maintien des gestes barrières néanmoins et autres mesures structurelles pour des fêtes de fin d'année des plus joyeuses en toute sécurité, et de rappeler que toute l'équipe d'UNESA reste à votre entière disposition. Comme évoqué tout au début du webinaire, celui-ci a été enregistré, donc un lien vous sera communiqué très prochainement et je vous invite vraiment à le diffuser le plus largement possible auprès de vos collègues. Et il me reste à vous souhaiter une très belle journée à toutes et à tous et à vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.